J'ai dit, écoutez, j'ai une idée, je voudrais faire un film avec vous au Québec. Ah, au Québec, j'adore le Québec. C'est une comédie. Et il me dit, je ne fais plus de comédie. Fait que là, j'ai dit, mais je me souviens du restaurant. C'est comme un super beau restaurant, le Murat. Et j'ai dit, écoutez, M. Richard, vous ne faites plus de comédie. Non, il dit, je suis à l'âge d'émouvoir. Et là, c'est comme si j'avais eu une lumière du Saint-Esprit, c'est pas cool. J'ai dit, M. Richard, tous vos comédies m'ont ému. Et ils s'en sont venus à la conclusion que l'exposition à la lumière rouge avant le sommeil pouvait favoriser une augmentation du taux de mélatonine dans le sang, donc de favoriser le sommeil. Parce que derrière la tempête, il existe l'île au trésor. Tu sais, nous autres, ils nous ont accusés de vendre du rêve, puis finalement, on a réalisé notre rêve. Tu sais, ça faisait 10 ans qu'on voulait, jusqu'à la pandémie, qu'on voulait essayer quelque chose à New York. Il y a eu la pandémie, évidemment, on est resté chez nous. Puis là, grâce à Elite, on a eu 3 appartements. Salut tout le monde, ici Tangerine, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, écoute, je suis vêtie de rouge parce que on va parler de lumière rouge et c'est bien fait sur le sommeil. Et j'ai quelqu'un avec moi qui est le spécialiste, qui a une entreprise, vous en avez déjà entendu parler, c'est certain, parce que ça a fait jaser. Pas rien qu'à peu près cette business-là. Et c'est Elite et j'ai Guy Bonnier avec moi. Comment ça va? Ça va bien, Tangi. Je suis content d'être ici. Bien, moi, je suis vraiment contente. Comme je disais avant qu'on arrive en ondes, là, j'ai dit, mon doux, on dirait que tout s'enlignait à ce qu'on se rencontre. J'avais entendu tes pubs, j'avais vu aussi l'émission La Facture. Puis moi, j'écoute pas la télé, tout le monde le sait. Puis je l'avais vue, celle-là. Fait que oui. Puis je t'ai intéressée à cette excuse-moi, cette machine-là. Je ne voulais pas dire bébelle, tu sais, mais ça m'a passé par la tête. J'ai failli le dire. Je l'ai dit, finalement. Bon. J'ai dit, parce qu'on on arrive à un certain âge, on a toute la misère à dormir, surtout nous autres, les femmes, en ménopause, là. C'est vrai. C'est fou. C'est fou. Puis là, je te rencontre, puis j'ai appris qu'en plus, tu étais scénariste puis producteur d'un film qui est quand même assez connu. J'ai reconnu tous les acteurs dedans, puis moi, j'écoute pas de film. Fait que j'ai été surpris. Le bonheur de Pierre, oui. Avec Pierre Richard. Pierre Richard, Émile Girard, Louise Portal, Gaston Lepage. C'est effrayant. Moi, je l'ai écouté au complet. J'ai bien ri. J'ai trouvé ça bien le fun. J'ai écouté hier soir. Merci pour le lien. Ça fait plaisir. Ouais, bien, t'as écrit ça. T'es drôle comme gars. Écoute, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. J'ai eu, sur ce film-là, d'abord, je n'étais pas tout seul. J'ai écrit l'histoire, puis après ça, je me suis entouré de d'autres scénaristes pour faire la première version, puis ensuite, c'est la deuxième version. Même Pierre Richard a participé à l'écriture. C'était une super aventure extraordinaire. Mais c'était l'aboutissement de plusieurs années dans le monde du spectacle. Ah ouais, bien, t'es longtemps là-dedans. T'as fait aussi une série, quelque chose avec Fred, là. J'ai dit quasiment Fred, ça se peut-tu? Oui, on a fait un truc qui s'appelait Fred et compagnie, qui n'a pas marché, malheureusement. J'ai dit, c'est peut-être Fred. Oui. C'est peut-être Fred qui était là. Moi, c'était dans le temps que je m'en souviens plus, fait que c'est pour ça. Là. Ça doit être pour ça. Mais non, je pense pas que c'était moi. Non, c'est ça, puis Secondaire 5. Secondaire 5, c'est, un film de Guillaume Sylvestre, un super beau film. Moi, je suis vraiment fier de ce film-là. Guillaume a fait un job incroyable. Il a passé une année à Paul Gérin-Lajoie avec des étudiants de secondaire 5. Donc, c'est quoi le secondaire 5? C'est le moment où est-ce que tu quittes quasiment l'enfance, l'adolescence vers le monde adulte, puisque soit tu vas aller travailler, soit tu vas continuer des études, mais il y a comme une espèce de scission. Et pourquoi il l'a fait à Paul Gérin-Lajoie? Parce que c'est une école multiethnique d'Outremont. C'est très étrange parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde d'Outremont qui vont à cette école-là parce qu'ils vont dans des écoles privées. Donc, mais c'était extraordinaire de voir ce blend de gens de différentes cultures, de différentes religions. Il y en a qui faisaient longtemps qu'ils étaient au Québec, il y en a qui venaient d'arriver. Et ça faisait du bien. Ça faisait du bien de voir une jeunesse qui est capable de fonctionner
dans ce système-là, tu sais, on parle souvent de racisme, on parle souvent de problèmes d'intégration, d'immigration, mais quand tu es un ado, on s'en souvient de notre adolescence, tu sais, c'est très sérieux. Puis toute cette bataille de devenir un adulte puis de prendre ta place dans une vie d'adulte bientôt, fait que rendu en secondaire 5, tu as acquis une certaine maturité depuis la première année. Puis là, ça s'ajoutait à tout ça, la couche de, OK, il faut en plus fonctionner ensemble. Et multiculturel. Oui, je peux dire une anecdote, moi, qui m'avait frappé dans le film, c'est t'as il me semble que c'était une jeune fille musulmane puis un jeune homme juif, tu sais, puis à un moment donné, il y a un débat, tu sais, sur la Palestine. Ça fait déjà plusieurs années, mais bon, on sait que c'est un vieux conflit. Et à un moment donné, je sais pas trop ce qu'ils se disent, mais le ton monte, puis le prof dit, écoutez, là, vous allez m'arrêter ça parce que c'est ça, vous voulez nous envoyer dans le corridor pour qu'on finisse ça à coups de poing dans le corridor, tu sais. Et tu sais, moi, je trouvais ça tellement réaliste comme conversation entre deux jeunes de secondaire 5 qui essayaient de faire valoir leur point. Puis le prof a reculé en disant ouais, bon, c'est vrai, on finit le débat ici. Oui, bien à cet âge-là, hein, tu veux quand même mettre de l'avant tes pensées, tes idéologies, puis tu veux te faire écouter. Puis tu as tendance à ne pas avoir ta place nécessairement dans la vie encore, tu sais, avec tes parents, quand même, tu penses avoir déjà des bonnes idées, mais eux autres, ils sont tout le temps comme non, c'est parce que tu n'as rien compris encore, tu n'es pas encore un adulte. Vivre ça, cette pression-là, puis avec un professeur qui comprend pas tout de suite, je comprends qu'il va être fâché, les élèves. Oui. Oui, puis toi, ton secondaire 5... Moi, mon secondaire 5, je reflétais ça. Je m'en souviens tellement bien parce que je l'ai fait 2 fois d'abord. Pour vrai? Ben oui. Moi, je faisais du théâtre. OK. Fait que j'ai fait 2 fois le 4, 2 fois le 5. À un moment donné, ils m'ont dit, gars, c'est assez, là. Moi, j'avais pas... le système... Là, ça te convenait pas, là? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis un homme qui fonctionne par la logique et j'ai 66 ans. Donc, quand je suis allé au secondaire, on venait d'inventer quelque chose qui s'appelait les polyvalentes. On était 2000 quelques étudiants dans cette place-là. Ils nous avaient inventé des horaires modulaires flexibles. Ça, c'était nouveau. Ça, c'était pour pas que tu sois trop routinier. Là, tu avais le jour 1 à 7. Évidemment, quand tu arrivais à vendredi, tu disais, c'est parce que je viens pas à l'école samedi, dimanche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être jour 6, ça va être lundi. Mais c'est encore comme ça? C'est encore comme ça? Mais oui. Ah, moi, je trouvais ça... Puis, horaire modulaire flexible, il y avait des moments où est-ce que c'était supposé... ça s'appelait centre ressources. Tu étais supposé, toi, là, en secondaire 3, là, de dire, ah oui, j'ai une faiblesse en mathématiques, je vais aller au centre ressources. Puis, entre ton idée puis le centre ressources, il y avait la cafétéria, puis tout le monde jouait aux cartes. Fait que tu allais à la cafétéria, tu jouais aux cartes. Ben oui. Puis le directeur de l'école, il n'avait pas l'air à se poser de questions pourquoi la cafétéria était pleine du matin jusqu'au soir. Mais le centre ressources, c'était quand même assez vide. C'était assez vide, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, à dans moi, ce t'es temps-là, pas... Quoi? Ouais, dans ce temps-là, on avait le droit de fumer, j'imagine, à la cafétéria. Oui. Parce que moi, j'ai ma première année au cégep, le monde, il fumait encore à l'Agora. Puis il fumait pas juste des cigarettes. Mais d'abord, je dois avoir vécu ça. Mais pourtant, moi, à mon secondaire, j'avais pas le droit de fumer à l'intérieur. Ben déjà, au secondaire, on n'avait pas le droit parce qu'on était mineurs. Oui, c'est peut-être pour ça, oui. Ouais. Au cégep, on avait le droit. Oui, mais je comprends, tu sais, ton point de vue, quand on est artiste, c'est difficile d'être dans le cadre. Ouais. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, ça vaut pas la peine, ces matières-là qui sont obligatoires. Regarde, mon fils, lui, il a fait 7 ans de cégep, tu sais, quand ça pourrait être rien que 2 ans. Lui, il est en musique. Fait qu'il allait pour... Non, mais il allait au cégep pour faire des cours de musique qu'il n'y aurait pas ailleurs. C'était comme des cours genre gratuits, tu sais. Mais il y avait de la difficulté avec toutes ces autres matières. Par contre, quand il faisait... la musique, il excellait, fait qu'il ne le mettait pas dehors à cause de ça, tu sais. Bien, on a ça en commun avec ton fils. Moi, pourquoi j'ai fait 2-4, 2-5, je faisais du théâtre, j'aimais ça. Puis personne, dans ce temps-là, dans le système des polyvalentes, personne ne te posait trop de questions. On était une troupe de théâtre ensemble. On passait la journée là, puis à un moment donné, on disait, ouais, j'ai pas fait ce cours-là, j'ai pas fait celui-là. On va aller faire le prochain, tu sais. Puis on a fait du théâtre. Moi,
C'était extraordinaire. J'ai passé des moments extraordinaires. On a monté des musicals. On a fait Jesus Christ Superstar avec le prof de musique qui avait, je me souviens, il avait 23 ou 24 ans. Tu sais, quand tu es en secondaire 5, tu as 17 ans, puis ton prof, il a 24 ans. C'est proche, tu sais. Puis, il avait dit, hey, on va faire un musical. On est rendu des chumés, là. Vraiment Exactement. Pas d'écart. Est-ce que tu as fait d'autres études? Non, moi, j'ai arrêté. Après ça, j'étais un autodidacte. Pour vrai? Oui. Fait que ça t'a mené loin, là, la passion du théâtre? Ben, je pensais faire l'École nationale de théâtre et devenir un acteur. Puis, j'ai fait du théâtre pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Puis, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je suis allé à l'entrevue. Puis, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça. J'avais une grosse passion pour tout ce qui se passait aux États-Unis, musical, théâtre, cinéma, télévision. Et là, je me disais, non, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler plutôt de l'autre côté. Je vais devenir, je ne sais pas quoi. Je vais être et je suis devenu un technicien de rock and roll, un Rudy, comme on appelle. Tu sais, donc, mon premier boss, c'était René Angélil, le mari de Céline Dion. Puis lui, il faisait un spectacle avec Johnny Farago. On était dans les années fin 70. Johnny Farago imitait Elvis. Elvis était mort un an avant. Et moi, j'étais un tout jeune homme qui montait les éclairages pour un éclairagiste, qui faisait le follow spot. Puis on faisait des tournées d'aréna. J'ai fait ça pour devenir après ça un éclairagiste, travailler avec Daniel Lavoie. Vite, ils ont dit, ah ben toi, Guy, t'es bon, la régie. Mais tu sais, je faisais tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans des stages ou dans des séminaires, dans des livres. Juste parce que tu étais curieux puis tu avais envie de réussir là-dedans. J'étais un curieux. J'ai toujours un curieux. Mais c'est dur parce que tu passes d'un sujet à l'autre parce que tu es curieux du prochain sujet. Tu sais, des fois, tu n'approfondis pas assez. Mais avec la voix, j'ai travaillé quasiment 10 ans avec lui. Et à la fin, je m'occupais de tout. Tu sais, je gérais les enregistrements d'albums, les spectacles. Je faisais la mise en scène des spectacles. J'étais le directeur de tournée. Et de là, j'ai eu vraiment envie. C'est avec Daniel Lavoie que j'ai découvert le monde du spectacle et du cinéma parce que lui est devenu une grande star. J'allais tout le temps en France. On lui proposait des rôles dans des films. Et donc, je me suis dit, hey, wow, j'ai envie de... Le curieux, encore, il avait envie de faire ça. Et après Daniel, je suis parti pour faire de la télé, puis ensuite de ça, du cinéma. Et à un moment donné, je suis arrivé au bout de ce que j'avais envie de faire, puis j'avais envie d'un autre challenge. Oui, c'est ça. C'est quoi qui est arrivé? Parce qu'après deux films comme ça, qui quand même, c'est grosse envergure, là. Tu sais, ils ont fait le tour du monde. T'sais, écoute, c'était des films... Secondaire 5, c'est une soie. Guillaume Sylvestre est un réalisateur fantastique. C'était aussi le producteur avec nous, parce que j'ai fait ça avec ma femme, Jasmine. On était tout le monde ensemble. C'était extraordinaire. Le Bonheur de Pierre, c'était extrêmement difficile. Quand on dit extrêmement difficile, au Québec, quand tu regardes la critique du Bonheur de Pierre, c'est Marc-André Lucie avait écrit le pire film de l'histoire du Québec après Tiens-toi bien après les oreilles à papa. Mais voyons donc. C'est bien le film que j'ai vu, là. Oui. On parle du... Oui. Non. Le pire film? Le pire film? Il n'avait jamais vu celui avec le camping, là, avec Guy Lepage. Hey, ça, c'était pourri, pas à peu près. Je sais pas. Moi, j'étais un bon client de comédie, tu sais. Moi, j'ai trouvé bien drôle. Mais oui, mais tu sais... On a fait quelque chose qui se fait pas, mais ça, c'est moi tout craché. On a fait une demande à la SODEC pour avoir des subventions sur ce film-là, puis à un moment donné, on s'est fait dire non. Le patron, à l'époque, avait dit non, pas ce film-là, c'est une insulte pour les Québécois, on ne veut pas financer ça. Nous, d'abord, ça a commencé par tu veux faire un film avec Pierre Richard. Pierre Richard est une grande vedette. Ça ne marchera pas. Il va te dire non, tu n'auras jamais. Non. Moi, je suis allé voir Pierre Richard. Puis je l'ai convaincu. Puis c'est très drôle comment je l'ai convaincu. Ça, c'est une belle anecdote. C'est un homme adorable. Tu sais. On se parle encore. Il est rendu à 92 ans, mais c'est comme il est encore tout là. Il vient de sortir un film là, en septembre. Donc, tu te dis, c'est extraordinaire. Mais je suis allé le voir à Paris parce que j'avais une amie qui le connaissait. Puis elle m'a dit, si tu veux, je te trouve un rendez-vous. Puis je suis allé manger avec lui. Puis... J'ai dit, écoutez, j'ai une idée, je voudrais faire un film avec vous au Québec. Ah, au Québec, j'adore le Québec. C'est une comédie. Et il me dit, je ne fais plus de comédie. Pourtant.
Écoute, tu me voles les mots de la bouche. Pourtant, là, je dis, mais je me souviens du restaurant. C'est comme un super beau restaurant, le Murat. Et j'ai dit, écoutez, M. Richard, vous faites plus de comédie? Non, il dit, je suis à l'âge d'émouvoir. Et là, c'est comme si j'avais eu une lumière du Saint-Esprit. C'est beaucoup. J'ai dit, M. Richard, toutes vos comédies m'ont ému. Là, je dis, votre personnage est tellement émouvant. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas envie de savoir qu'est-ce qui est devenu ce personnage-là. Écoute, il m'a regardé, la gueule, il a tombé. Moi, je ne sais pas où j'avais pris les mots. Puis il m'a dit, qu'est-ce que c'est votre scénario? Wow. Et là, j'ai fait mon pitch. Puis j'ai dit, il n'est pas écrit. Il me dit, il n'est pas écrit. J'ai dit, non, parce que c'est pour vous. Alors, je suis venu voir si vous vouliez au moins lire, parce que je ne vais pas me taper 90 pages d'un scénario si vous me dites, je fais plus de comédie. Tu sais. Non, mais attendez, j'aime le pitch. Il me dit même que je vous fais une proposition. Si ça me plaît à 60 %, je m'investirai avec vous dans la réécriture. Tu sais, un film, tu écris ça. T'as fini, tu recommences, t'as fini, tu recommences. Puis un jour, quelqu'un le prend, là, un réalisateur, là, puis Robert Ménard, dans notre cas, puis Robert dit, bon, ben OK, on fait ce film-là. Et Pierre, donc ça m'a pris un certain nombre de mois à l'écrire, de réunir du monde qui ont collaboré au film. Et puis j'envoie mon scénario. Et il passe par mon ami, donc on avait un ami en commun, puis il dit, j'ai donné 70 % à Guy, je suis prêt à réécrire le film. Wow! Il dit, je voudrais qu'il vienne à Paris dans un mois parce que dans un mois, je vais avoir mis ma patte dessus. Je vais faire intervenir mon scénariste, Christophe Duturon, puis ensemble, on va refaire une version. Puis après ça, tous les trois ensemble, on fera la version, pour en faire une version qu'on va filmer. Et là, je me souviens, je pars à Paris. Écoute, je suis comme ça. J'arrive près de chez eux. Je prends un café, un autre café, parce qu'évidemment, je ne voulais pas être en retard. J'étais 3/4 d'heure d'avance. J'arrive comme ça. Là, je rentre chez eux. C'est assez froid. Il est avec son scénariste. Bonjour, enchanté. Bon, Guy, assis-toi là. On va te dire qu'est-ce qu'on a fait. Et là, je me dis, Et là, il part. Et là, il me fait chaque scène. Il est debout, puis il est dans son salon, puis il joue le personnage, puis Christophe rit, puis en même temps, il me regarde. Et là, à la fin, c'est très froid. Ils me disent, alors? Hey, j'ai dit, c'est formidable, tu sais. Et là, ils me font, on était nerveux parce qu'on savait que tu t'en venais, on a touché à ton scénario, on a réécrit des choses, on était vraiment nerveux, on est content que tu aimes ça. Les deux bras m'ont tombé. Je me suis dit, le grand Pierre Richard était nerveux parce qu'il réécrivait des bouts de mon scénario. J'étais comme... Je me suis dit, wow, il faut absolument que ce film-là fonctionne. Il faut absolument que je fasse quelque chose avec ce gars-là. C'est trop extraordinaire, trop... Tu te dis... Il était très conscient, tu sais, oui, c'est une grande vedette, mais qu'un scénario, ben, c'est le travail de quelqu'un, puis lui, ben, il mettait son petit grain de sel dedans, tu sais, et un gros grain de sel, même. Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il a pensé des critiques par la suite? Il était vraiment désolé parce que ça a tout affecté. Ça a affecté la sortie du film en France. Ils ont assassiné le film. Mais en France aussi ou juste ici? Ben, en France, il y avait 1 an de décalage entre la sortie québécoise et la sortie française. La sortie française, c'était une sortie technique. C'est ça, mais ils n'ont pas donné de chance, non, finalement. Le distributeur, il a répondu à son contrat, mais l'histoire est fabuleuse. C'est que, en fait, c'est extraordinaire, l'histoire de ce film-là. Je pourrais écrire un livre sur ce film-là. Parce que voici ce qui se passe. Nous, on trouve le film super bon, on vient de finir le montage, Robert Ménard est content, Pierre Richard est content, donc le film n'est pas sorti, on ne sait pas trop ce que le monde en pense. Et on le teste à Paris, dans un cinéma, pour savoir combien de copies ils vont sortir en France. Et on fait la même chose au Québec. Donc, il y a comme 1 an de décalage entre les deux, mais ils veulent savoir qu'est-ce que le public en pense. Donc, ils engagent une société qui s'appelle Médiamétrie et ils vont donc, eux, mesurer avec 4 types de public quel est l'intérêt sur le film. On score assez
assez bon pour une comédie. On est à 6 sur 10. Dans une comédie, il nous explique, non, c'est bon parce que, tu sais, un drame, tout le monde pleure, mais une comédie, on n'a pas tous le même sens de l'humour. Il dit 6, c'est excellent. Donc, on va sortir de temps de copie et tout. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui nous avait contacté du ministère de la Culture. Alors, je vous recule, on est en 2008. C'était le 400e anniversaire de Québec. Et ils vont, à Paris, en décembre, faire une soirée pour clôturer le 400e anniversaire de Québec. Et ils vont inviter les maires des villes de France, puis des personnalités. Et cet homme du ministère de la Culture est venu voir le film parce qu'il a envie d'avoir le film en primeur dans sa soirée. Et il nous regarde et il dit, c'est fou, quand je regarde le film, on dirait La Grande Répulsion. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film La Grande Séduction, qui est un énorme succès. Notre film, tu l'as vu, hein, c'est l'histoire de quelqu'un qui est méchant, le maire. C'est le contraire, finalement. Mais nous, le film, on l'a écrit bien avant La Grande Séduction. On parle de ça. Nous, on est en... Pierre, je pense qu'il l'a lu, on était rendu en 2003. Ouais. Donc, il dit, moi, j'adore le film. Parce que quand il nous a dit La Grande Répulsion, on a dit, ça y est, on est mort. Il dit, non, j'adore ça. Est-ce qu'on peut le présenter à la soirée? Et la fameuse soirée a eu lieu le 8 décembre 2008, en grande primeur, mais ça s'est mal passé avec le gouvernement en fait, avec la SODEC. C'est-à-dire que le ministère de la Culture a appelé la SODEC. On dit à la SODEC, on veut avoir le bonheur de Pierre. Alors, je vous rappelle que je disais tantôt, on a fait le film, mais ils n'ont jamais mis une scène dedans, à part nos crédits d'impôt. C'est ça, je me demandais, c'était quoi l'erreur que tu avais faite, justement? On a fait un film à l'américaine. On n'a pas été fin. On a dit, fuck you, on fait le film nous-mêmes, puis on va le financer. On a vendu des parts dans le film en France. C'était Pierre Richard avec des acteurs québécois au Québec. Tout le monde disait, wow, ça va être un hit. Et donc, on a réussi à avoir assez d'argent pour tourner le film et le monter. Et là, on est au moment où est-ce que ces gens-là nous disent on voudrait le film. Donc, naturellement, ils appellent la SODEC parce que c'est la semaine du cinéma québécois à Paris, en même temps que leur événement. Et à la SODEC, ils disent il n'y en a pas question, on n'est pas impliqué dans ce film-là, on ne veut rien savoir de ce film-là. Le gars du ministère de la Culture, il appelle le bureau de la délégation du Québec à Paris, l'attaché culturel, il explique l'affaire, et le délégué culturel dit « On n'a rien à foutre, si la SADEC ne veut pas, nous, on va le faire. » Donc, ils organisent une soirée, l'autre bord de la rue. Donc, imagine-toi, il y a la SODEC avec la soirée pour le cinéma québécois à Paris, puis de l'autre bord de la rue, dans un cinéma, il y a cet événement privé pour la clôture du 400e anniversaire de Québec. Il y a Luc Plamondon qui est là, Fabienne Thibault. Il y a plein d'artistes français. Il y a une princesse, Constance de Polignac. La salle est bien pleine. Et les gens rient pendant 1h40. Robert Ménard, le réalisateur, est là. Il présente le film. Je suis là. Rémi Gérard est venu. Écoute, je me souviens, là, avec mes partenaires français, on sort de là et on dit « Wow, on a réussi, on a un hit. » Non. On n'avait pas un hit. Parce que quelques mois plus tard, on sort le film au Québec et puis on se fait blaster par les critiques. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont assassiné le film à ce moment-là. Mais moi, je m'en souviens parce que j'ai étudié là-dedans aussi. Oui. Puis je me rappelle aussi, je pense que la critique aussi, c'est que au Québec, on n'aime pas bien ça quand on fait des blagues sur les Québécois. Non. On va faire des blagues sur les autres, pas de problème. Oui. Mais quand tu fais des blagues sur nous autres, puis pourtant, je veux dire, c'est Pierre Richard, c'est un monstre sacré du cinéma. C'est un gars qui a fait dans les plus grandes comédies au monde. Je veux dire, mais en plus, c'est super drôle parce que, honnêtement, on a reçu beaucoup de Français ici, puis les Français disent le contraire de ce film-là. Les Québécois, on est super accueillants, on est super sympathiques, etc. Fait que c'était vraiment juste le fait que ce maire-là, c'est lui le pas fin. Là. Lui, il est pas fin, puis il essaie d'embarquer tout le monde dans son rôle de méchant parce qu'il veut finalement de l'argent. C'est juste ça, c'est une question d'argent dans tout ça. Puis qu'est-ce que l'argent peut pousser les gens à être méchants, puis se foutre des autres, c'est incroyable. Puis à la fin de tout, il apprend, lui, Pierre, il apprend à être heureux
juste simplement, c'est un super film. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun. Léger, facile à écouter, drôle, avec des bons acteurs. Moi, j'ai trouvé ça super bon. Mais qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Parce que toi, c'est pour ça que tu as comme lâché tout le cinéma? Entre autres, tu sais, je veux dire, à un moment donné, après ça, je me suis dit... En fait, ce qui est arrivé, c'est que le film a été tué au Québec. Le distributeur français a dit, écoute, moi, le sortir, si j'aurais pu les moyens. C'était 2008, c'est la crise en plus. Mais quand on a testé le film, les gens disaient, ça me rappelle le film Bienvenue chez les Ch'tis, mais au Québec. Bienvenue chez les Ch'tis est un film français qui a fait 19 millions de... Moi, en vrai innocent, excusez ma naïveté, mais je me dis, waouh, c'est fantastique. On va demander à notre distributeur si on peut déménager chez Pathé, ceux qui avaient sorti le film Bienvenue chez les Ch'tis. Alors, lui, il dit, écoute, oui, parce que moi, financièrement, c'est tough, puis c'était tellement tough pour vous autres au Québec, puis même, je suis prêt à embarquer avec vous autres pour essayer de le sortir mieux chez Pathé. Donc, on fait un étage chez Pathé, 2 étages, 3 étages. Puis c'est toujours non. On ne sait pas pourquoi. Et un ami français qui connaît Jérôme Sédou, le grand patron de chez Pathé, se rend chez Jérôme Sédou après un match de football. Il était propriétaire d'une équipe de football et explique le truc. Et Jérôme Sédou dit, écoutez, André, ce ne sont pas des Québécois avec des ploucs français, parce que mes amis viennent de Saint-Étienne, c'est pas des Parisiens, qui vont nous resservir un repas froid comme Pierre Richard. Et donc, lui a bloqué le film, le grand patron. Mais j'ai appris que mon ami Henri, avec qui j'ai fait le film, a été directeur général d'une équipe de football adverse, Saint-Étienne. J'ai appris que Pierre Richard avait déjà eu une frippe avec M. Sédou, genre 20 ans avant. Et donc, on était juste morts. Alors, ça le succès potentiel du film ou le fait qu'on aurait pu faire 10 % des entrées de Bienvenue chez les Ch'tis, parce que les gens aimaient le film, ça ne les intéressait pas. Ce grand patron avait décidé que ça, j'aime pas ça, j'aime pas Pierre Richard, j'aime pas... c'est des clics, hein. Pareil. Dans le monde artistique, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de clics. Fait qu'il faut vraiment que tu sois comme allié. Tu as totalement raison. C'est peut-être un peu difficile aussi, des fois, d'être obligé d'être hypocrite avec ça, quand on n'est pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de transparent comme une vitre. Et à ce moment-là, quand André nous a dit ça, je me suis senti ridiculement naïf. Je me suis dit, mais moi qui travaille avec la France depuis 1981, comment ai-je pu ne pas me douter que ça finirait comme ça? Paris, tu es invité autour de la table, tu t'invites pas. Nous, on a fait un film, on a voulu se rendre chez Jérôme Sédou. C'est pas comme ça que ça se passe. T'es pas dans notre gang, on n'aime pas Pierre, ton ami, c'est mon adversaire dans le sport. T'sais, alors, je savais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il nous restait de se tourner vers l'international. Donc, on est parti, il y avait un festival à New York, on a inscrit le film. C'est Jasmine, ma femme, qui a dit, bon, on se laissera pas mourir. Elle inscrit le film, on se retrouve à New York à l'automne 2009, puis on gagne un prix. Après ça, on inscrit le film au festival, un autre festival à Los Angeles, on gagne un prix. Un autre à Hawaï, on gagne un prix. Au festival de films de Rochester, ici dans l'État de New York, on gagne encore un prix. On s'inscrit au festival de Monaco, on ne gagne pas de prix parce qu'il y a une espèce de clique française qui fait des pressions, mais on est en nomination. Après ça, on est invité au festival, sélectionné au festival de Shanghai. Mais il faut faire une présentation en 35 mm. On appelle Téléfilm Canada, puis on dit, bien, on aurait besoin d'argent, on n'est pas capable de se payer ça, on est une petite boîte, vous avez vu ce qu'ils nous disent non. Donc, on a toujours cette lettre qui dit, vous êtes sélectionné, ils ont vu le film, ils l'ont aimé, mais on ne peut pas aller à Shanghai présenter le film. Bref, après ça, et là, je réponds à ta question, je me suis dit, moi, j'en ai ras le pompon. C'est fini le Québec, c'est fini la France. Je ne vois pas pourquoi je ferais 6 heures d'avion avec 6 heures de décalage pour aller me faire chier. Alors, je vais partir vers New York chaque mois, puis je vais essayer à New York de réaliser quelque chose. J'ai découvert New York pendant 10 ans jusqu'à la pandémie. J'ai adoré ça. Mes amis français étaient très surpris quand je les ai appelés, puis je leur ai dit, écoutez, on développe à New York. Oubliez ça, la France. Ouais. Puis on dit, bon, OK, Guy. Je dis, regarde, on vient de s'en faire mettre 2 baffes, là. On arrête ça, là. Fait que c'est comme ça qu'on
on a arrêté de produire au Québec. OK. Puis là, à New York, t'as été en production ou c'est là que t'as eu l'amour de la lumière rouge? Non, à New York, on a essayé de développer, mais tu sais, là, tu arrives après un échec incroyable où est-ce que financièrement, la caisse, c'est de l'eau. Ton moral, comment qui était, là? Le moral, c'est Pierre Richard qui me l'a remis d'aplomb. Il m'a dit, Guy, parce que lui, il en a eu des défaites. Il y a eu des grands succès, puis il y a eu des grandes déceptions. Il m'a dit, Guy, et c'est comme un père spirituel, là, tu sais. Il dit, tu vas aller, voici ce que tu vas faire. Là. Ton ego, là, il a pris un gros coup. Là. C'est ton film, tu l'as écrit. Tu sais. C'est Robert Ménard qui l'a réalisé. Il aurait voulu que je le réalise, Pierre. Puis j'ai dit, écoute, je n'ai pas cette capacité-là. Tu sais. Mais il m'a dit, là, tu vas aller t'asseoir dans un cinéma, puis tu vas écouter le monde rire. Puis à la fin, tu vas sortir, puis tu vas dire, c'est ça qui est la beauté d'une comédie. Tu vas te dire, OK, si le monde rit, c'est que le film, il fonctionne. Donc, je vais essayer d'en faire d'autres. Et c'est comme ça que je me suis mis à réécrire des choses, à développer des projets. Et on s'est retrouvés à développer des trucs à New York qu'on n'a jamais levés parce qu'on n'a jamais eu le financement. On était à un cheveu de lever le premier late night show en français à New York. J'avais recruté 2 producteurs américains extraordinaires, David Fox et Barry Shulman. Barry Shulman, c'est des vieux de la vieille. Hein. Aujourd'hui, ces 2 gars-là, ils sont toujours actifs parce que les Américains travaillent longtemps, surtout dans le show business. Les 2 ont 76 ans. Ils font encore un paquet de choses. Mais Barry, sa job d'étudiant, il était sur le Ed Sullivan Show. C'est pour te dire comment... C'était 2 vrais New Yorkers dans l'âme. Et eux... Ils avaient trouvé l'idée de faire un late show en français à New York extraordinaire. Donc, c'était évidemment pour la francophonie. Mais le principe était hyper simple. C'était un peu d'aller se parker à côté de chez David Letterman. Quand les gens font de la promotion, ils ont un disque à vendre, un film à vendre, un livre à vendre, une pièce de théâtre à vendre. Et ce sont des artistes internationaux. Donc, éventuellement, ils vont se retrouver à le vendre dans des pays où ça parle français. Mm-hmm. Et l'idée, c'était de dire, viens t'asseoir... T'es juste à côté, pendant que t'es là. Voilà, exactement. Et ça marchait. Ça marche tout le temps. Oui. Et donc, on n'a pas réussi à aller chercher... on était un cheveu d'avoir le budget, puis comme on n'avait pas assez d'argent, on s'est dit, on ne peut pas s'aventurer là-dedans. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse d'autres choses. Faut que j'essaye d'autres choses, au moins, dans ma vie. Mes amis, donc Henri, avec qui j'ai fait le bonheur de Pierre, c'est un industriel, son fils aussi, Jérôme. Je leur dis, trouvez-moi une idée, là, parce que je veux changer d'air. Pas que j'en avais marre, parce que j'écris encore, je fais toutes sortes d'affaires, mais il fallait que je fasse autre chose. Puis je suis un curieux. Et 3 mois plus tard, on dit, quelqu'un nous a présenté quelque chose d'assez fabuleux, c'est de la lumière rouge. Et c'est comme ça qu'il a été né. Au bout de tout ça, la même gang... On avait passé au travers de la frustration du bonheur de Pierre, du développement. On a essayé un truc à Las Vegas. On a ce produit-là. Et eux autres disent, écoute, on l'a testé. On a lu sur la lumière rouge, c'est fabuleux. Et au début, c'était la fabrication d'un appareil de photobiomodulation. Ça, c'est le traitement. C'est très connu aujourd'hui. C'est le traitement... de symptômes d'inflammation par la lumière rouge. La lumière rouge à 630 nanomètres peut vraiment permettre de calmer des inflammations, de traiter la peau. Oui, mais je me rappelle un moment donné, quand j'étais plus jeune, les salons de bronzage avaient mis des lumières rouges dans leurs appareils. Ah, c'est possible, oui. Quand la mode a comme changé du salon de bronzage, c'est du bronzage intense à moins, puis prendre soin de sa peau, il y avait eu certaines places qui avaient fait ça. Je me rappelle avoir été pour ce traitement-là. Oui, qui aidait la peau. Écoute, c'est fabuleux. La lumière rouge, souvent, au début, quand on a ouvert le centre en 2017, on était des martiens. Aujourd'hui, la lumière rouge, c'est mainstream. On vend des masques, il y a plein d'appareils, il y a des centres. Tout simplement parce que la lumière rouge est une composante de la lumière du soleil. C'est juste que tu isoles une fréquence. Et cette fréquence-là nourrit la cellule. Donc, la mitochondrie fabrique de l'énergie avec des photons. En 2017, le prix Nobel de médecine a été octroyé à 3 médecins qui ont prouvé tout ce système-là, comment la lumière pénètre
notre peau et se rend même dans des endroits, même aux organes vitaux. Donc, c'est vital, la lumière, dans la vie de tout ce qui est vivant, j'imagine. Et nous, les mammifères, on répond énormément à la lumière, entre autres sur le sommeil. C'est-à-dire que on a besoin d'être exposé à une lumière très, très blanche, bleue toute la journée, qui est 5000, 6000 degrés Kelvin. Et vers la fin de la journée, le soleil, lui, va commencer à vouloir se coucher. Et la température de la lumière, les degrés Kelvin, on utilise ça en éclairage aussi. C'est pour vous donner une indication, la lumière du soleil à midi, ça peut être autour de 6000 degrés, 5500, 6000 degrés Kelvin. Peut-être, je ne suis pas un grand spécialiste, mais le soir, ça va baisser à 2700 au coucher du soleil. Et c'est le signal que le mammifère perçoit comme étant « Oh, c'est la fin de la journée, donc je dois aller me reposer ». Et il se passe un phénomène dans notre corps, c'est-à-dire que la lumière du jour favorise la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone de l'éveil et du stress. Oui. T'en veux pas trop de stress, mais tu veux être actif. Mais t'as pas le choix d'en avoir, là. C'est si ça. Tu veux, exactement. Ouais, si tu veux, ouais. Puis ça vient même du moment où on était des hommes des cavernes. Là. Je veux dire, il fallait être comme alerte pour pas mourir. Et donc, c'est resté dans notre cerveau reptilien, tous ces réflexes-là, puis toute cette mécanique-là. Et à la fin de la journée, par contre, il faut s'en débarrasser si on veut dormir. Et les spécialistes du sommeil vont dire, quand on change de lumière en fin de journée, la cortisol cesse d'être sécrétée et tranquillement, la mélatonine commence à rentrer et fait son travail. Donc, la lumière rouge, pourquoi ça fonctionne? Parce que, justement, ça recrée cette mécanique-là de dire au cerveau, c'est l'heure d'aller dormir, donc de favoriser la sécrétion de mélatonine. Oui. Est-ce que ça l'aide? Parce qu'on est tous comme ça. Là, je pense que tout le monde sait, comme moi, on est sur nos téléphones jusqu'au petit... avant d'aller se coucher, ils disent tout le temps, mets ton téléphone de côté. Est-ce que tu crois que ça peut aider à contrer ce problème-là qu'on a de la lumière bleue vis-à-vis de notre sommeil? Oui, c'est-à-dire que tous les grands spécialistes du sommeil vont dire essaye de ne pas... En fait, la lumière bleue... Oui, mais c'est rendu impossible. Oui. Tu as raison, mais quand tu dis « c'est rendu », tu as raison de dire « c'est rendu » parce que jusqu'à l'invention de la LED, les lumières étaient incandescentes. Et dans la lumière incandescente, la température de la lumière est plus basse. Donc, on est plus dans les 4000, 3000. On est plus proche de ce qui ne perturbe pas le sommeil. Oui, parce que ça ne va pas sécréter, ça va pas te trigger, excusez le mot, à sécréter de la cortisol. Mais la LED, oui, il y a une composante de bleu dans la LED qui est assez puissante. Et ça a pris du temps avant que tout le monde s'en rende compte. Il y a eu énormément d'études sur la lumière bleue, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études sur la lumière rouge. Il y en a. Avec celle de 2024 de l'Université de Strasbourg, qui explique que chez les souris, on a pu mesurer la quantité de mélatonine dans le sang après l'exposition à de la lumière rouge. Parce qu'il y avait une théorie qui disait la lumière rouge n'a rien à voir avec ça, c'est l'absence de bleu. Bon. Okay. Mais là, on dit oui, mais c'est l'absence de bleu, mais quand il n'y a pas de bleu, il y a quoi? Il y a de la lumière plus chaude. Par exemple, sur la station spatiale. Sur la station spatiale, on va mettre de la lumière quand c'est le temps d'être le jour, parce que, eux, ils ont jour-nuit, ça change. Ils font le tour ils sont en orbite. Donc, ils vont mettre la lumière, ils vont recréer la lumière du jour pour que dans la station spatiale, il y ait une période de temps qui est considérée comme le jour. Puis quand ils arrivent au moment où on doit se reposer, ils vont changer les températures de lumière vers des lumières beaucoup plus rougeâtres, comme le coucher du soleil. Et ça va favoriser l'arrêt de fabrication de cortisol et le début de fabrication de mélatonine. Alors, le débat était, c'est-tu l'absence de l'un, la présence de l'autre? Jusqu'en 2024, quand ces scientifiques de l'Université de Strasbourg ont pu prouver que l'exposition à la lumière rouge, chez des souris, qui sont quand même des animaux qui vivent de nuit, pouvait favoriser la sécrétion de mélatonine. Donc, notre petit appareil, c'est ça que ça fait. Ça te
ça te met dans une disposition de relaxer d'abord. C'est très important de fermer le téléphone rendu là. Oui, c'est Parce que ça. ta question, c'était ça peut-tu contrer? Oui, je veux dire, si tu l'arrêtes t'as- avant de te coucher, tu sais, Oui. comme moi, des fois, là, moi, je suis moins pire que mon chum. Parce que mon chum, quand il se réveille durant la nuit, mettons, il fait pas toute sa nuit, il se réveille, puis là, il ouvre son téléphone, puis il regarde le téléphone. Moi, je ne fais pas ça. Mais c'est parce qu'il veut regarder le monde de Tangerine. Oui, c'est ça. Je suis sûre de ça. Certain. Non, tu sais, il chope en que je sois étonnante. C'est ça. Exact. Il fait du shopping. Fait que là, c'est comme des check-elles. C'est ça qu'il fait. Il prépare ses check-elles pour le week-end. C'est check-elles. Check-elles. Moi, mes chums de gars, ils font ça tout le temps. Ah oui? Mes chums de gars célibataires, là, Okay. ils font des check-elles. Fait que bon. faut se préparer pour leur visite. OK. C'est bon. C'est ça. Je disais à mes chums de filles, tu sais, comme, vous autres, vous vivez pas ça, des check-elles. Ils sont comme, pour vrai, les gars, ils te font ça. Ben oui, moi, on me fait ça. Mais j'aime pas ça, je trouve ça cute. Puis c'est parce qu'ils veulent ton opinion. Ils Ouais, savent c'est que tu as une opinion Oui, objective. Ils veulent mon opinion, puis après ça, je sais quoi pas faire. Pour être, tu sais, je sais quoi pas faire pour être pas de leur goût, tu sais, comme c'est ça, ou d'être de leur goût, tu sais, un ou l'autre. Ouais. OK. Bon, en revenant, ouais, c'est ça. Fait que moi, tu sais, je vais arrêter mon téléphone, je vais me coucher, j'arrête mon téléphone, j'y touche plus. Mais là, si j'ouvre la lumière rouge, ça va m'aider à, comme, passer tout de suite à la place d'être comme, continuer dans ma tête. Oui. Oui. Tu vois, ce qui se passe, c'est qu'en mettant la lumière rouge, alors, ça prend la bonne fréquence, 130 nanomètres, la bonne intensité. C'est ce qu'on a sur l'appareil parce qu'il y a un diffuseur. Ça va éclairer dans ta chambre. D'ailleurs, il y a 3 intensités à choisir. C'est très subtil parce que c'est très précis. Puis, il y a une durée. La durée est aussi très importante. Pendant 14 minutes, l'appareil va être allumé. Puis pendant 14 minutes subséquentes, ça va fader out tranquillement parce que tous les grands spécialistes du sommeil vont dire on doit dormir dans le noir. Encore une fois, on ne laisse pas le téléphone là, on ne laisse pas un truc qui est en train de charger avec une lumière blanche dans ta chambre. Le noir, il faut qu'il fasse noir. Et ce que la lumière rouge va faire, bon, c'est qu'on a dans la rétine un capteur, je pense que c'est la rétine, encore une fois, je ne suis pas médecin puis je ne suis pas un spécialiste, mais il y a un capteur qui fait que ça analyse constamment la lumière dans laquelle on est. Donc, le cerveau est capable de dire c'est le jour, c'est la nuit. Même les yeux fermés. Là. Oui, même les yeux fermés, la lumière rouge passe. Et donc, là, le cerveau va dire, OK, cette lumière-là, ça veut dire que c'est le temps de dormir. Ça va te relaxer. Tu vas tomber en mode relax, tu vas le sentir. La majorité de nos clients nous ont dit, la première chose que j'ai sentie, c'est « je suis relax ». Après ça, oui, ça m'a permis de m'endormir. Et si au milieu de la nuit, tu te réveilles, puis que tout d'un coup, tu as des préoccupations, tu sais, tu as déjà fait un bout de nuit, est-ce que ton taux de mélatonine est trop bas ou tu redémarres l'appareil, tout simplement. Oui. Puis là, pour 14 minutes, encore une fois, ça t'aide à retomber dans cette espèce de phase de relaxation qui fait que le sommeil va venir. Mais cet appareil-là, il est mini, là. Bien, il est mini parce qu'il faut que tu puisses voyager avec. C'est super tout bon. Petit, puis cette grosseur-là apporte la lumière, le niveau de lumière qu'on a besoin. Oui. Juste ça. Oui. Ça a été calculé par un grand scientifique français qui s'appelle Claude Gonfier. C'est lui, d'ailleurs, qui est nommé sur le brevet de cet appareil-là. Et c'est grâce à lui, on le remercie, qui s'est passionné. Lui, c'est un grand chercheur. Il s'est passionné pour notre initiative de vouloir trouver une solution. Parce que comment ça a commencé? Tu sais, je te disais tantôt, on faisait des appareils de photobiomodulation. Oui. Mais nos clients, ils nous disaient, c'est drôle, quand je viens pour mes cheveux ou quand je viens pour... les médecins nous envoyaient des gens qui avaient eu des greffons de cheveux. Donc, il disait, je viens pour mes cheveux, je viens pour ma peau, je viens parce que j'ai mal d'un coude, mais on dirait que je dors mieux. Et nous, on a posé des questions à notre comité scientifique en France. On avait un PhD en sciences cognitives. Il dit, ben oui, il existe une étude, 2012, c'est des joueuses de basketball chinoises, donc qui faisaient des tests de photobiomodulation, puis elle aussi disait mieux dormir. Donc, ils ont commencé à s'intéresser à ça.
Et ils utilisaient la lumière d'une façon différente, mais le résultat était le même, c'est-à-dire que c'était de la lumière rouge, puis les gens disaient mieux dormir. C'est donc à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, mais on devrait créer un appareil pour aider le monde à mieux dormir. Moi, le premier, tu sais, moi mon problème, c'est je suis un curieux, je suis toujours passionné de ce que je fais. À 3 heures du matin, j'ai des idées, mais là, c'est pas le temps. Moi, on est tous de même. On veut dormir. Et donc, on a fabriqué 500 prototypes de cet appareil-là. C'était un peu différent, il était en aluminium. On l'a donné à plein de monde, puis on a recruté 100 personnes. Sur les 100 personnes, il y en a 47 qui ont bien voulu répondre complètement au questionnaire qu'on leur avait donné. Puis 80 des gens disaient « ça fonctionne ». Moi, ça m'a aidé à dormir. Là, on s'est dit « wow ». Moi-même, je l'ai testé. Mais tu sais, c'est un produit naturel, c'est quelque chose de naturel. Il ne faut pas s'attendre à ce que... Tu sais, c'est comme, tu vas acheter, je ne sais pas, là, du curcuma, puis ils disent, OK, c'est des bienfaits sur ta santé, tout le kit. Oui, mais il ne faut pas t'attendre non plus à ce que, tu sais, c'est pas miraculeux. C'est exactement que tout d'un coup, c'est anti-inflammatoire, mais tout d'un coup, que tu n'as plus mal aux genoux, là. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça l'aide, c'est quelque chose qui aide, mais c'est pas non plus... Non, c'est pas miraculeux. Automatique, là. C'est pas comme si t'avais eu une shot de Demadrol. Là. C'est quoi? Quelque chose de même? De la cortisone, tu sais, pour les maux du nez. Non, mais je parle pour dormir, là. Tu sais, quand oui, tu vas, c'est ça, Dermadrol, qui te donne une shot. Moi, quand il me donne ça avant une opération, quelque chose de même, pour me calmer, hey, je dors-tu bien avec ça? J'étais comme je pouvais à tous les jours. En tout cas, je ne serais pas pharmacienne, ça a l'air. Je sais que j'ai appris que le truc de compter les moutons, ça ne marchait pas, en tout cas. Non? Non, c'est une mauvaise idée, il paraît. Mais moi, une chance, j'ai fait mes mathématiques fortes, ça fonctionne. T'es multiplié, toi? Exact. Ça fonctionne. Hey, je veux en apprendre encore plus à propos de cet appareil-là, e-Light. Je veux aussi, justement, tu m'as parlé un peu des trucs de la NASA. Tu en parlais aussi sur ton site. Il y a eu comme du monde qui ont comme... T'es pas trop sûr de ça. Je veux ton point de vue sur tout ça avec l'émission de la facture. Puis je veux les nouvelles études aussi là-dessus. Fait qu'on parle de ça après la pause. D'accord. Écoute, tu es un homme d'affaires extraordinaire. J'adore le fait que tu parles des problèmes que tu as vécus puis comment tu as survécu. C'est super, ça. Ben c'est ça. Je me dis, pourquoi me donner des entrevues? Bien sûr, parler de cet appareil-là qui peut aider tellement de monde, mais aussi pour aider des entrepreneurs plus jeunes que moi au fait qu'il faut être résilient. Puis c'est pas parce qu'il y a un obstacle qu'il faut arrêter. T'sais. Surtout la nouvelle génération. Ils sont pas forts sur monter les obstacles. Je pourrais pas te dire. Je pense que ça dépend des personnes. Mais tu sais, si, mon dos, à toutes les fois tu gagnes, là, t'auras rien appris anyway. Là. Il faut absolument que tu sais, c'est des hauts, des bas, puis c'est comme ça que tu arrives à faire de quoi qui est fort, tu sais. Oui. Fait qu'on revient après la pause, ici même, au monde de Tangerine avec Guy Bonnier. Comme tous les collaborateurs qui sont joints au mouvement cette année, profitez de la force de nos médias pour faire briller votre entreprise. Radio, balado, réseaux sociaux, tout pour gagner. Ça se fait avec 2 millions de vues par mois et plus. Authenticité, impact. C'est le monde de Tangerine. Contactez-nous maintenant. Nous sommes de retour au monde de Tangerine avec la lumière rouge. Aujourd'hui, on parle de lumière rouge. Je suis habillée. Écoute, on match en plus. Ben oui. J'étais avec le CEO de e-Light, Guy Bonnier. Ben, en tout cas, je suis vraiment excitée de l'essayer ce soir pour la première fois. J'ai bien hâte de voir ça. Mais je suis fascinée avec le fait que, tu sais, tu pars d'un monde où c'est que les gens sont assez regarde-moi à un monde plus intérieur, beauté intérieure, un feel-good vibe à la place de regardez-moi. C'est tout un tournant. C'est comme la lumière au bout du tunnel. Écoute,
Je le trouve drôle. Oui, c'est vrai. C'est un tournant, mais en même temps, il y a une certaine cohérence. Tu vois, moi, j'ai toujours aimé faire des spectacles parce que c'est formidable. Soit que tu fais une émission de télé, soit tu fais un film, soit tu fais un spectacle. Pendant 2 heures, 2 heures et demie, les gens vont plus penser à leurs problèmes. Ils sont dans un univers. Et ça, pour moi, c'était ma motivation. C'est probablement pour ça que j'ai pas voulu devenir un acteur, parce que j'avais pas envie qu'on me regarde. J'avais juste envie de travailler sur ce côté-là du monde du spectacle. La lumière, le parallèle, c'est que là, on fait quelque chose qui est très novateur, parce que c'est les débuts de la lumière rouge et le sommeil. Là, on a été copié en 5 ans plusieurs fois, mais on reste le seul appareil breveté. Mais c'est pas un moment... Tu vas pas offrir aux gens un moment de divertissement, mais quand même un grand moment de détente. La moitié de la planète dit mal dormir. Il y a une personne sur 2 qui dit avoir des problèmes de sommeil. Mais oui. À cause de la lumière, à cause des préoccupations, à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Nous, on arrive avec une solution. Alors, c'est proche de ce qu'on faisait avant. Tu vois, avant... la dernière affaire au monde qu'on voulait dans le monde du spectacle, c'est endormir le monde. Puis là, aujourd'hui, c'est le contraire. Oui, j'avoue. mais au début, quand tu me parlais de la biomodulation? Photobiomodulation. Écoute, j'étais proche, mais j'étais pas là. Non, mais même moi, je veux dire, ça fait 5 ans, j'ai encore de la misère à le dire. Il y a trop de syllabes. Oui, mais là, tu sais, moi, j'ai fait mes mathématiques fortes, pas mon français. Ah! Non, c'est ça. Et t'avais une boutique, hein? On a toujours la boutique. Tu l'as encore? On a toujours la boutique sur Président Kennedy, à côté de l'hôtel Delta. On l'a gardé par la force des choses parce que quand on est parti aux États-Unis, c'était à nous autres le local, donc on l'avait, puis on a continué à ce que ce soit notre bureau, mais on n'a jamais fermé la boutique. Il y a encore des gens qui poussent la porte tous les jours pour dire « Ah, j'ai vu soit votre pub ou... parce qu'on a recommencé là, au Québec à faire de la publicité. Puis... je voudrais avoir un appareil. Où les gens, des fois, sont méfiants, puis oui, mais avez-vous pignon sur rue? Oui. C'est notre bureau, en fait, mais c'est aussi la boutique. Oui, c'est ça, mais c'est quand tu parles que tu es parti aux États-Unis, parce que là, c'est comme l'essai numéro 2, parce que vous aviez commencé ici avec l'appareil, puis encore pour la 2e fois, tu as eu la famille au complet, parce que c'est rendu c'est une business de famille encore. C'est la famille, oui. La 2e business de famille. Oui. Écoute, un autre coup dans les roues, un coup dans les genoux, quelque chose... C'est dans les genoux? OK. Hey, moi, les péronistes, je suis forte là-dessus. Moi, c'est l'histoire de ma vie. Les gens, ils sont toujours fascinés parce que j'ai des idées, mais c'est toujours loin. Je suis un visionnaire. Et là, je me lance pas des fleurs parce que être un visionnaire, c'est comme être quétaine. C'est-à-dire que tu n'es pas en phase avec ton temps. Tu essaies de vendre à quelqu'un quelque chose qu'ils n'ont aucune idée pourquoi ça va marcher. Tu sais, on parlait de Pierre Richard. Moi, quand j'ai dit aux Québécois la première fois, on va faire un film au Québec avec Pierre Richard, tu avais 2 gangs. « Oh, wow! » Ou bien, bon, ça ne marchera jamais. Hein? Pierre Richard ne viendra pas au Québec faire un film. Pierre Richard, il ne sort pas de chez... C'est exactement ce qui me motive. Ça, hein? Alors, ça date de loin dans mon histoire, mais dans l'histoire d'Ilette, c'est aussi un coup qui nous a motivés à partir aux États-Unis. C'est-à-dire que pendant... on a lancé l'appareil en 2020, là, donc on a ouvert le centre en 2017. En 2020, on a lancé cet appareil-là, comme je vous racontais tantôt, là, comment ça a commencé. Et puis, en 2022, on a connu un énorme succès. On a vendu 50 000 appareils au Québec. On a toujours donné... À l'époque, c'était 30 nuits d'essai. Maintenant, c'est 60 nuits d'essai. Parce que c'est quelque chose d'innovateur. On ne sait pas est-ce que ça fonctionne pour tout le monde. Au début, les tests qu'on avait faits, les fameux 47 personnes là, qui avaient testé l'appareil, là, il y avait 80 qui disaient que ça marchait. Donc, on se disait, oups, il y a 20 que ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. On a demandé. On a dit, c'est comme ça. Personne ne peut dire, même quand on parle de médicaments, pourquoi ça fonctionne pour quelqu'un et ça ne fonctionne pas pour un autre. Écoute, tu peux avoir l'effet placebo aussi. Peut-être du monde qui ouvre leur lumière, puis finalement, exactement. Vu qu'ils ont ouvert la lumière, ils se disent, ça va fonctionner, puis finalement, ils dorment mieux. Oui. Si tu dors mieux, tu dors mieux. Oui. Mais nous autres, on a vécu plus l'effet nocebo, qui est le contraire, c'est-à-dire les gens ont un préjugé négatif. Fait que même si ça marche... ça marche un peu, c'est parfait. C'est comme... non, mais eux autres, ça veut
c'est genre, ça n'a pas marché, c'est de la bullshit. Mais c'était au début, parce qu'on était un appareil d'innovation, très peu de gens. La majorité des gens, on disait, hey, on l'essaye. La majorité l'ont gardé. On a toujours donné donc les nuits d'essai. C'est ça, combien de retours sur 5 5 Oui, 5 En 2022, on avait 5 de retour. Aujourd'hui, on a 10 de retour parce qu'on fait affaire avec Amazon aussi. Okay. Amazon, il y a une culture du retour. C'est-à-dire que les gens cliquent, ils l'essayent même pas ou ils l'essayent une nuit, puis ils retournent. Donc, on a plus de retours, mais 10 c'est encore pas beaucoup. Mais c'est quand même pas beaucoup. Non, pas beaucoup. À l'époque, on était à 5 on a vendu 50 000 appareils et à un moment donné, on a eu un mauvais reportage dans une émission de télévision. Et moi, je l'ai vu, cette émission-là. Okay. Puis comme je dis, tout le monde le sait, mais j'ai pas vu souvent des émissions. Mais je ne sais pas pourquoi je suis arrivée à cette émission-là, La facture sur la lumière rouge. Drôle. Puis je l'ai écoutée, puis là, je voyais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui était là dans la facture. Puis, mais il disait que finalement, vos études que le site web citait n'étaient pas reliées avec vraiment la lumière rouge. C'est à peu près ça? C'est pas tout à fait ça. D'abord, il faut reculer dans le temps. À l'époque, nous, on est du monde de showbiz, on ne connaît pas grand-chose. On écrit sur le site web ce que les scientifiques nous expliquent. Je vais donner un exemple. Il y a une grande scientifique américaine qui s'appelle Mariana Figueroa. Elle a fait une étude sur la lumière rouge et l'inertie du sommeil. L'inertie du sommeil, c'est quand tu te réveilles le matin puis que tu files, là, quasiment, tu irais te recoucher. Puis pendant 1 heure ou 2, tu files endormi. Ça, c'est l'inertie du sommeil. Ou la ménopause. L'andropause aussi, d'après moi. Ça, probablement. Alors, nous, sur le site, on a fait un rapprochement entre le sommeil et la lumière rouge et la facture nous l'a reproché en disant non, c'est pas de ça que Mariana Figueroa. Donc, c'était beaucoup un débat de sémantique dans un reportage de 9 minutes qui était absolument subjectif, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune objectivité. C'était de dire ça marche pas. Et donc, ils ont fait essayer l'appareil à une personne. Ils sont venus à la boutique avec des caméras cachées et Jasmine a dit, parce que c'est aux gens qui étaient les acteurs, là, qui disaient « Oui, mais ça marche. Oui, mais il y a 5000 études sur la lumière rouge. » Ah! Ils ont dit qu'il y avait 5000 études sur la lumière rouge et le sommeil. Elle ne l'a jamais dit, le sommeil, parce que dans la boutique, on avait aussi des appareils de photobiomodulation. Mais dans le montage... Et ils ont coupé ça. Ils n'ont jamais voulu parler du fait qu'on vendait aussi des appareils de photobiomodulation et que quand on parlait de 5000 études. Alors, nous, notre discours à l'époque, il n'a pas changé. C'est, écoutez, il y a 5000 études sur la lumière rouge. Sur le sommeil, il y en a moins. Il y en a très peu. Ça n'intéresse pas vraiment la science puisque c'est plus payant de vendre de la mélatonine ou des médicaments qu'un appareil que tu achètes une fois pendant quelques années. Donc, il n'y a personne qui paye pour avoir des études sur la lumière rouge. Et les études, il faut que quelqu'un paye pour. En général, c'est des compagnies privées ou des chercheurs qui se passionnent, comme le docteur Gronfier, mais ils ont d'autres chats à fouetter que savoir est-ce que la lumière rouge fonctionne jusqu'à ce qu'en 2024, les chercheurs de l'Université de Strasbourg décident d'aller plus loin dans l'étude de la lumière rouge et du sommeil et donc publie cette étude qui dit chez les souris. Les souris ont le même mécanisme que nous. Là. Même si c'est des animaux de nuit, ils ont le même mécanisme que nous pour gérer le sommeil et tout. Et de toute façon, on le sait, tous les médicaments sont testés sur des souris. Donc, ils ont fait le même protocole qu'ils font d'habitude. Et ils s'en sont venus à la conclusion que l'exposition à la lumière rouge avant le sommeil pouvait favoriser une augmentation du taux de mélatonine dans le sang. Donc, de favoriser le sommeil. Et là, ça, c'est arrivé en quelle année, la facture? C'est arrivé en 2023. Puis tout ça, parce qu'il y a eu des études sur les souris, il y en a eu avant. On a voulu les donner. Ils ont dit non, parce que ça, c'est les souris. Nous, on parle juste des humains. On leur a dit, écoutez, on a vendu 50 000 appareils. C'est pas tous des fous. Peut-être vous pouvez appeler des gens et peut-être qu'ils peuvent vous expliquer qu'est-ce que leur histoire. Parce que nous, on a des phénomènes. Là. En général, ça prend 20-21 jours avant que l'appareil... t'aide à mieux dormir, mais il y a quand même une grosse proportion des gens qui ont senti un effet dès le départ. Pour les gens de la facture, tout ça était placebo.
Donc, depuis 2024, on sait bien que ça ne peut pas être placebo, puisqu'il y a eu cette étude-là qui dit que chez les souris, il y en avait avant aussi. Il y avait des pistes, il y avait tout pointait vers la lumière rouge a probablement un effet sur le sommeil en 2023. Donc, quand ils sont venus nous voir, ils auraient dû dire ça. Mais je suis d'accord que, tu sais, je veux dire, on se lance pas dans un appareil comme ça sans avoir, moindrement des études, des preuves que ça fonctionne. Je comprends tout ça, mais qu'est-ce que ça a fait sur ton entreprise? C'était... Un reportage comme ça, est-ce que tu as eu la chance de dire ton point de vue dans tout ça? Alors, Jasmine moi, j'étais dans un moment de ma vie où je ne pouvais pas donner l'entrevue, mais Jasmine, ma femme, et mon fils Greg, ils ont donné une entrevue. Ils ont essayé de débattre notre point, mais à partir du moment où les journalistes n'ont pas voulu citer les petites études qui existent, à partir du moment où ils ont dit « Oui, mais l'étude sur les joueuses de basketball, c'est pas le même principe, c'est pas une lumière près de tes yeux, c'était sur tout le corps. » Mais il n'y a eu aucune objectivité sur le fait qu'en 2023, tout pointait vers la lumière rouge a probablement un effet sur le sommeil, même qu'ils ont tellement été malhabiles que la personne qui a créé le protocole, donc le docteur Claude Gronfier, a refusé de donner une entrevue. Et même le service de presse de l'INSERM, qui est un centre de recherche en France, a interdit au docteur Gronfier de donner des entrevues. Puis il avait raison, parce que ce que nous a dit Claude Gronfier, c'est toutes ces entrevues-là, ça finit jamais bien parce qu'ils vont faire un montage, parce qu'ils sont pas objectifs, parce qu'ils ont juste une idée, c'est prouver leur point. Donc, c'est pas juste ça. Que les médias vont bas. Non, mais la vraie idée, c'est qu'on va se le dire, là, c'est du clickbait. Tu sais, je veux dire, tu dois tout le temps exagérer. Si tu dis, c'est vrai, puis ça marche, puis ça va bien, mais ça, personne l'écoute. Tandis que si tu dis il y a de la controverse, il y a du ça, là, de venir tourner chez nous avec des caméras cachées, ça va même à l'encontre de la déontologie journalistique, parce qu'on n'avait rien à cacher, on n'est pas... C'est comme on donnait 30 nuits des décès, donc puis il n'y a jamais personne qu'on n'a pas remboursé. Puis honnêtement, même si aujourd'hui on donne 60 nuits, même à l'époque, les gens nous disaient « Oui, je fais un mois, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Gardez-les pendant encore une semaine, 2 semaines, 3 semaines. » Tu ne veux pas vendre quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien là, qu'est-ce que ça a changé? On a perdu du jour au lendemain 40 points de vente au Québec. Notre chiffre d'affaires en quelques mois... Tant que ça a fait... Oui, ça a été divisé. Il y a 800 000 personnes qui regardent cette émission-là. Wow. Puis, ils ont eu le culot de la mettre sur YouTube, sur leur chaîne YouTube. Et c'est encore là aujourd'hui. Alors, pour nous, la diffamation de la facture, parce que pour moi, c'est carrément de la diffamation, ça dure depuis 2023 tous les jours. Donc, tu combats ça à un moment donné, tous les jours avec ton entreprise. C'est fou, là. Tench, à un moment donné, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on plie bagage, puis on s'en va aux États-Unis. OK. De retourner à New York. Oui. Tu sais, ton amour, finalement. Oui, c'était notre naturel. On avait développé des affaires, on en connaissait plein de monde. Mais c'est même mon ami David Fox, producteur de télé et distributeur, qui m'a présenté celle qui est devenue la CEO de Elite USA, Denise DeBone. Denise DeBone, elle a travaillé, c'était le bras droit de Calvin Klein dans les années 80. C'est une femme qui a 70 ans, qui a beaucoup plus d'énergie que moi et même Greg qui en a 38. J'ai jamais vu ça. Elle j'aimerais ça. Elle l'amener ici là, pour que tu puisses l'interviewer. C'est une femme absolument extraordinaire. Tu sais, quand tu as été le bras droit de Calvin Klein, que tu as sorti le parfum Eternity puis Obsession, que tu as été un des grands collaborateurs de Lee Waxner, c'est Waxner, le gars qui a créé Victoria's Secret. C'est une femme exceptionnelle. Et elle, mon ami, l'a rencontrée par hasard. Puis moi, je viens de dire, écoute, on cherche un CEO. La vie est drôlement faite. Elle est venue prendre un verre chez David parce qu'ils ont une amie en commun qui partait pour 6 mois. Et donc, ils se sont rencontrés. David, poliment, me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'ai une compagnie de développement. Je développe des nouveaux produits. Je travaille pour Calvin Klein. Et lui, il avait le Elite Sleep. Il a donné. Elle avait des problèmes de sommeil importants
qui s'était complexifié pendant la pandémie avec le stress. Je te crie. Et donc, elle a essayé ça. Puis, je te disais, il y a des gens pour qui ça a fonctionné overnight. Il y a une grande productrice québécoise qui est aujourd'hui retraitée qui nous a donné aussi plein d'entrevues et de témoignages. Là, pour elle, ça a marché overnight. Mais Denise, donc notre CEO, ça a marché. Le lendemain, elle s'est dit, mais c'est quoi ça? Elle a appelé David. On s'est rencontrés. Elle est devenue le CEO de Elite. Et grâce à elle, on a connu un second souffle. T'sais. Là, on n'avait plus un rond. C'était très difficile de développer aux États-Unis. Fait qu'on on est allé avec ce qu'on pouvait se payer, le PR. Tu vois, ce matin, je répondais à un email et je pensais à l'entrevue qu'on ferait aujourd'hui. C'est un email d'une grande chercheuse de Harvard. Ça fait 1 an qu'on parle de faire une étude à Harvard avec cet appareil-là. Moi, j'ai rencontré par Zoom le docteur Czeisler, celui qui a déterminé du problème des astronautes, c'est-à-dire dans les années 70, je pense à peu près. Ils ont déterminé que le problème de sommeil des astronautes, c'était qu'ils vivaient trop de lever et de coucher de soleil et leur rythme circadien était déréglé. Ce docteur Czeisler-là, qui est le patron de ce département-là à Harvard, je l'ai eu en Zoom il y a presque 1 an. Mais là, on avait je t'ai dit tantôt, qui paye pour les recherches des compagnies? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit à Harvard? On a essayé votre lumière, c'est extraordinaire, on pense que ça marche, on trouve ça fantastique. On aurait une petite place pour vous autres pour faire une étude, mais il faut que vous contribuiez financièrement. OK, oui. On a dit, écoutez, on n'est pas capable là, on peut-tu... Mais ils sont tellement fascinés que dernièrement, ils nous ont relancés. Pour vrai? Oui. C'est donc bien fou, ça. Oui, complètement. Fait que je sais pas, mais c'est-tu le fun de pas avoir lâché? Parce que tu aurais pu juste pacter bagages puis faire d'autres choses. Ah non. Les États-Unis, pour nous, tu sais, tantôt, tu disais, qu'est-ce que tu fais après le bonheur de Pierre? Bon, Pierre m'a dit, tu vas t'asseoir dans un cinéma, puis tu entends les gens rire. Qu'est-ce qu'on a fait là? On est parti ailleurs, dans une ville qui est extraordinaire. Pour moi, New York est la ville... C'est une ville fantastique. C'est la seule ville monde sur la planète, c'est-à-dire qu'on y parle 800 langues et dialectes. Je dis souvent, je connais super New York, j'adore ça, mais je dis souvent, il y a 428 stations de métro, grosso modo. Si tu prends les 428 stations de métro puis tu fais le tour, tu as fait le tour du monde. C'est fantastique. Et donc, dans cette ville-là, qui est habituée de traiter avec l'innovation, c'est formidable. Donc, on a été accueillis. Et des médecins ont dit, wow, on s'est fait dire carrément, ben voyons, je ne sais pas pourquoi on vous a mal critiqué, parce que ça ne peut pas faire de mal. Si c'est placebo puis que ça t'aide, ben tant mieux. Si c'est pas placebo puis que ça t'aide, tant mieux encore. Puis si ça t'aide pas, ben retourne-le 60 jours. Et donc, exactement. Et donc, eux autres ont dit, ben on va le tester. Et là, plusieurs nous ont même permis d'utiliser leur citation. Ils nous ont dit, wow, c'est fantastique, il y a quelque chose avec ça. Effectivement, je m'endors plus rapidement. Effectivement, à 3 heures du matin, je peux me rendormir. Et là, on a commencé à collectionner ça. Dr. O'Malley, Dr. Hallyday Bell. Et là, on s'est dit, wow, on a quelque chose, il faut continuer à pousser. Et c'est grâce à la CEO, qui, elle, est une battante, qui a dit, mais non, votre affaire, là, elle m'a fait bien rire. Pourquoi vous en faites avec ça, une émission au Québec? Là? C'est comme si nous autres, on avait de la mauvaise presse dans le Montana. J'ai trouvé que c'était très chauvin américain, là, mais... OK. Non. C'est pas comme ça ici. Et donc, c'est elle qui a fait les démarches pour Harvard, en voyant est-ce que vous avez intérêt. C'est elle qui nous a fait envoyer des appareils. C'est elle qui a fait envoyer des appareils à des médecins, à des ligues sportives. Aux États-Unis, là, on a vendu des appareils là, à des gens de la NFL, de la MLS, le baseball, le hockey. Parce que même ici, l'Impact de Montréal, pas l'Impact de Montréal, on ne dit plus ça, on dit le CF Montréal, utilise nos appareils. Sais-tu qui? Moi, je pense aussi qu'il y aurait vraiment besoin de ça. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les sports de combat. Oui. Puis les combattants. Oui. Tu sais,
le soir, avant un combat, il faut qu'ils dorment. T'sais. Mieux dormir, c'est super important. Mais pour eux autres, c'est ça. Mais c'est pas évident. Tu as tout le stress. Tout dépend de ta performance du lendemain. Tu as sûrement mal au corps aussi. Là. Après, oui, mais je veux dire... Non, mais même durant. Parce que, écoute, quand tu es en la pesée, puis tu as perdu du poids, là, tu te regonfles. Mais ils disent tout. Parce que moi, je disais à Mané, je comprends pas que ces gars-là, ils se fatiguent après 15 minutes. Tu sais, tu vois un fight, là, puis après 15 minutes, le gars, il dit, il est fatigué. Tu vois, non, il s'est entraîné toute l'année. Puis quand on a reçu des combattants ici, ce qu'ils nous disaient, le problème, c'est que tu dors pas la nuit avant. OK. Puis comme son ami, le préparateur sportif, non, l'entraîneur Larry Vinette, il disait, tu peux pas donner ce que t'as pas. Si tu dors pas, tu peux rien faire. Fait que moi, je dis ça serait tout un marché pour vous autres qui ont besoin, eux autres. Ah oui, mais oui, tu sais, je n'avais pas pensé au sport de combat, mais je vais te dire, dans le sport professionnel, là, comme le hockey, le football, c'est comme eux. Karam, le soigneur du CF Montréal, était venu à la boutique. On parlait de la boutique. Il était venu à la boutique chercher ça parce que dans nos démarches avec Denis, ça nous avait enseigné quelque part non n'est pas une réponse. Et donc, on a regardé des équipes américaines, mais on s'est dit, on va regarder des équipes près de chez nous aussi. Donc, Karam est arrivé à la boutique, il a ramassé ses appareils, puis... Un mois plus tard, on nous a appelés. On a dit, je peux-tu vous rencontrer? OK. J'ai dit, écoutez, je vais être franc avec vous autres. Là. Je pensais que c'était de la bullshit, cette affaire-là. Mais là, je l'ai mesuré avec mon Oura Ring, puis mon sommeil profond est meilleur. OK. Et donc, là, ils ont acheté des appareils pour la... En fait, on a même commandité, si je me rappelle bien, on leur a même donné des appareils de photobiomodulation au CF Montréal. Ils les utilisent. Voilà. Ben, c'est à eux de les utiliser ou non. Puis, ça va plus marcher si tu le prends. C'est comme moi, je veux gagner à la loterie, là. Mais j'achète pas de billets. Ça marche pas très bien. Plus dur. C'est plus dur. C'est ça. Tu veux mieux dormir, ben t'as l'appareil, tu te mets de l'allumer. Tu vois, aux États-Unis, la presse américaine a été très généreuse avec nous autres parce qu'ils ont fait ça. Ils l'ont essayé. On dit, si je veux dormir, je peux l'essayer. Puis il y a une journaliste de Mind, Body and Green. Elle a fait comme Karam pendant... Elle a publié sa critique 35 jours après avoir reçu l'appareil en disant « J'ai essayé Light Sleep, ça fonctionne, puis la preuve est dans mon score de Oura Ring. » OK. Fait que ça nous a aidé énormément. Et après ça, d'autres journalistes en ont parlé. Dans le Forbes, on a eu des articles. Et ça nous a permis... Même si on n'avait pas d'argent pour développer beaucoup, d'être connus ailleurs dans le monde. Et là, tout d'un coup, les gens ont acheté des appareils de d'autres pays. C'est ça, mais il a fallu que tu ailles avec cette citation-là que tu viens de dire, non n'est pas une réponse. Moi, je dis tout le temps, non est un manque d'information. C'est mais bon. Ça irait pas bien avec le hashtag MeToo, par exemple. Je pense que ça pogne pas. Je le trouve drôle. Non, mais c'est vrai. Mais pourquoi vous êtes revenu au Québec? Bien, parce qu'il y a eu les élections en novembre 2024, puis Donald Trump est arrivé au pouvoir. Et nous autres, ça, c'est une concession. D'abord, on est revenu, mais sachant qu'on a une équipe là-bas. Denise est new-yorkaise. Tu sais, pour nous, aujourd'hui, même si on n'est pas là, c'est business as usual. C'est juste bien moins drôle parce qu'on avait vraiment du fun à New York. Et puis, ça fait 5 ans qu'on a lancé l'appareil Light Sleep. Et on se disait, on s'essaye au Québec une dernière fois. Pour le 5e anniversaire, on a même fait un appareil spécial blanc. Mais c'était vraiment parce qu'on est encore extrêmement blessé de ce qui nous est arrivé. Moi, je suis un peu plus vieux, mais mon fils, Greg, à 38 ans, il a pris ça dur. Toute l'histoire de la facture. Jasmine a pris ça dur, ma femme, parce qu'ils sont arrivés avec des caméras cachées, puis ils l'ont dans le sous-texte traité de menteuse ou de fraudeuse. Tu sais, tu fais une émission nationale, tu sais, Radio-Canada, un poste qu'on subventionne avec nos impôts, tu sais. Pour quelqu'un qui arrive avec un appareil innovateur, oui. Un produit québécois, oui. Qui fait pas mal à personne, tu sais. Non. Avec une garantie de retour. Oui. Alors, si on a fait des erreurs sur le site, si on a dit des choses qui n'étaient pas tout à fait la vérité,
il aurait fallu nous demander, mais pourquoi vous dites que Mariana Figueroa... Ben, on aurait dit, ben, nous, on pensait que c'était ça qu'elle dit, mais dans le fond, elle dit ça. Et tu sais, il y a des choses, par exemple, cette scientifique-là, ils l'ont interviewée. Je ne sais pas comment ils ont fait pour y faire dire ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit, non, c'est pas de ça qu'on parle. Mais Mariana Figueroa, dans sa recherche sur la lumière rouge et l'inertie du sommeil, dévoilait un conflit d'intérêts puisqu'elle aussi développait un appareil de lumière rouge. Tu sais, ça aurait dû être dit aussi, ou ne pas prendre cette scientifique-là, qui était finalement pas un compétiteur, mais qui pouvait en être. Tu sais, en fait, c'est tout ce manque d'objectivité-là qui nous a fait vraiment mal. Et ça nous a fait mal dans notre famille, chez nos amis. Tu sais, tu as un appareil qu'il n'y a pas de compétition. C'est pas comme une brosse à dents. Tout le monde peut parler d'une brosse à dents, mais là, tu as une espèce de truc que tout le monde dit, c'est comme magique, trop beau pour être vrai. Et là, tout d'un coup, quelqu'un dit, c'est pas basé sur rien, c'est de la fraude, c'est un effet placebo, tout ça, c'est de la bullshit. Et là, même ta famille te dit, coudonc, c'est-tu sérieux ton affaire? Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Et là, on dit, crime, on a eu un brevet. On est allé au bureau de brevet. Ils nous l'ont regardé, l'appareil. Ça fonctionne. On a 50 000 personnes qui l'ont utilisé à ce jour. Non, mais je comprends d'être blessé. Là. Ben, tu sais, puis surtout, moi, ce que je trouve, c'est pas comme si on en manquait des scandales ici. Il y en a des vrais scandales. Non, là, mais tu sais, quand les médias décident de frapper sur quelqu'un, nous autres, on en a reçu plein de gens comme ça. Là, ah oui? Ouais, j'en ai reçu plein de gens comme ça. Puis j'ai mes amis proches, là, les frères Tadros, là, les jumeaux Tadros, là, Daniel et Éric Tadros, eux autres, ils se font fesser dessus par les médias. C'est incroyable. Puis c'est difficile, là. C'est difficile, même s'ils continuent à se battre, Puis moi, je les admire tellement. C'est pas facile. La facture, il était où dans le scandale, la SAQ, là, de 1,5 milliard? Puis je veux dire, ça, c'est des vrais trucs. Là. On parle des vrais montants, mais non, ça, non. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Mais nous, tu vois, pour dire comment c'est sûr que c'est frustrant, puis c'est très, très dur, puis ça a été dur financièrement. On a passé à 2 doigts de la faillite. Mais c'est la seule mauvaise critique qu'on a eue, une. Tu sais, je pourrais te faire le cahier de presse de 2020, 2021, 2022. Grégory Charles est venu à la boutique quand on a lancé l'appareil, parce qu'on avait fait toute une campagne. C'est Philippe, notre attaché de presse. Tu sais. Oui, mais je m'en rappelle. Là, je voyais les trucs que Philippe faisait. Oui. Grégory, il vient à la boutique. Moi, Grégory, je le connaissais un peu pour l'avoir croisé à l'époque de La Voix, puis même d'avoir fait un événement avec lui. Et je savais qu'il dormait 4 heures par nuit. Et là, Jasmine me disait, c'est extraordinaire. Grégory Charles est venu chercher 2 appareils. Mais j'ai dit, là, ça va pas aller bien. Il dort 4 heures par nuit. On ne pourra pas l'aider. Lui, il n'a pas besoin de plus que ça. Mais en fait, il a pris les appareils. Il les a donnés à sa fille et à sa femme qui ont dit, wow, on a mieux dormi. Et donc, le lendemain ou surlendemain, il est arrivé à Salut Bonjour puis il a fait sa chronique. Et il a dit, bien ça fonctionne parce que voici ce que ma femme a dit. Et là, de ce jour-là, c'était le début du succès de E-Light. Une personne dit, ça fonctionne. Grégory Charles, merci. Si tu nous entends, merci encore. Et après ça, les autres journalistes ont commencé à dire, c'est quoi ça? Et donc, on a eu plein d'animateurs de radio, Écoute, les médias ont accueilli cet appareil-là. Ils ont dit, c'est fantastique, ça aide à mieux dormir. Puis, 21, 22, 23, la facture. Mais parce que vous prenez trop de place. L'entreprise prend trop de place. Vous ne vouliez pas leur en donner un? On dérangeait. C'est pour ça. Ça, c'est drôle. C'est très drôle ce que tu dis, parce que quand ils sont venus nous interviewer, on a dit, mais vous, l'avez-vous essayé, l'appareil? Ils ont dit, non, pas besoin de ça, nous autres, on dort très bien. Et là, on n'en revenait pas. On se disait, ce sont des journalistes qui parlent d'un sujet dont ils ignorent totalement les effets potentiels, parce qu'ils ont même refusé de l'essayer. Et ils nous l'ont dit. Là, on est 3 témoins. Ça, c'était... Ah, mais quand ils ont décidé quelque chose... Nous autres, on les exécutait. Déjà demandé à un journaliste qu'on connaît. J'avais vu ses articles. Je l'ai appelé après l'article. J'ai dit, écoute, c'est pas fair ton article. Moi, je connais la personne que tu as écrit l'article dessus. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je connais son travail. Je sais c'est quoi son projet. Tu es en train de trasher le projet, mais lui, il est où là-dedans? Cette personne-là, elle est où? Dans l'article, elle n'a pas été capable de dire son point de vue.
Puis, tu sais, en posant plein de questions à cette personne-là, elle n'a pas été contactée. Elle n'a pas eu, tu sais, est-ce que tu savais telle affaire sur le projet? Est-ce que tu savais telle affaire? Même pas. Quand ils ont décidé de quelque chose, c'est plate, parce qu'en étant journaliste, c'est supposé être objectif. Tu sais, moi, personnellement, j'aimerais ça. Des fois, je reçois des gens, puis après ça, j'essaie de trouver le contraire. On essaye, justement, si on a une femme voilée, quelqu'un qui s'est converti à l'islam, s'il vous plaît, contactez-moi, qui écoute l'émission, parce que j'ai reçu 2 personnes qui sont des musulmanes, qui sont anti-islam, qui veulent pas les femmes voilées. Donc, puis, je suis correct, je veux les écouter. Par contre, j'aimerais savoir l'autre côté. On veut toujours être objectif, c'est ça l'idée. Oui, on veut se faire une idée, nous comme spectateurs, toi comme animatrice, tu vas avoir effectivement les 2 côtés de la médaille pour dire, bon, ben voici maintenant, j'ai une opinion. Tu sais. Et c'est ce qu'on reproche à ce reportage. Ils ont fait essayer l'appareil à une personne, ils n'ont pas voulu l'essayer eux-mêmes, on leur a dit, on a vendu à 50 000 clients, ouais, c'est ce que vous dites, non, mais on a vendu ça via Shopify. Shopify, c'est pas nous, c'est une compagnie canadienne qui favorise les transactions. Si vous voulez, mettez votre caméra, on va vous montrer qu'on avait vraiment vendu 50 000. Oui, ils ont dit non. Oh non, on ne veut pas faire ça. Ils ne voulaient pas voir les preuves. Ben non, parce qu'ils ont pu dire en ondes, ils allèguent avoir vendu 50 000. Parce que s'ils avaient filmé le truc, ils auraient été obligés de dire ils ont vendu 50 000 appareils. Et là, peut-être que le spectateur se serait dit ouais, s'ils ont vendu 50 000 appareils, puis on voit bien les retours, là. Ah, il y a juste 5 % de retours. Peut-être que quelqu'un aurait dit ben peut-être ça marche. Mais comme le but du reportage était de nous assassiner, ben ils n'ont pas été objectifs. Et là, pour clore la boucle, 5 ans plus tard, on se dit, on se réessaye au Québec parce qu'on a encore cette... Ça, c'est la patate. Comment qu'on fait pour... Les avez-vous invités au lancement? Et on n'a pas envoyé d'appareil à Radio-Canada. Moi, c'est sûr que je leur envoie l'émission. Bonjour la facture. Non, on n'a pas envoyé d'appareil à Radio. On fait de l'annonce à Radio-Canada, à RDI. On annonce nos produits à RDI. D'ailleurs, ils sont super gentils avec nous. On a souvent des gratuités. On les remercie. Ça n'a rien à voir avec les médias en général. Ça n'a rien à voir avec Radio-Canada. Ça a à voir avec comment on peut permettre à des gens dans une émission d'une station, en fait, d'une chaîne de télévision nationale subventionnée, d'assassiner un entrepreneur québécois. Et quand je dis entrepreneur au singulier, évidemment, c'est pas moi, c'est une famille. Tu pas mal à personne. Tu n'as pas fait mal à personne. Là. En plus, les gens, ils peuvent se faire rembourser. Là. Fait que c'est là que je vois pas le problème. Tu n'es pas le gars de Norbeau là, qui est parti avec la retraite d'un paquet de monde. Il y en a eu plein des de même. Tu te rappelles, on a reçu un gars que lui, il faisait des... il allait pour des cuisines, puis finalement, il prenait les dépôts, puis... il y avait des problèmes de drogue, puis il faisait semblant de venir réparer ta cuisine, puis il arrivait là, il prenait le dépôt, puis tu ne le voyais plus jamais. Lui, il avait passé la facture, puis lui, il avait raison, là. Comme il nous l'a dit, là. Je pense qu'ils se rendent pas compte, mais comment tu fais comme famille? Je te dis, c'était très, très dur. Comment vous avez fait? C'est qui a été le fort, la personne forte pour dire, qui a ramené tout le monde à l'ordre puis dire, écoute, on se laisse pas abattre? C'est Jasmine. C'est vraiment Jasmine, c'est ma femme. C'est elle qui a fait comme... mais la même histoire que dans Le Bonheur de Pierre, c'est elle qui a inscrit le film à New York, dans un festival. Là, elle a dit, c'est pas juste, ils m'ont fait passer pour une menteuse, c'est pas correct, on se laissera pas abattre, on fait autre chose. Et là, j'ai dit, écoute, on peut peut-être partir vers les États-Unis. On avait commencé des démarches, on avait une compagnie, mais c'était dans notre intention de développer. Mais là, du jour au lendemain, on s'est dit, on n'a plus de ressources, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est l'histoire que je te racontais. J'appelle mon ami David rapidement. Écoute, je pense que le 18 avril, c'était la facture, puis le 20 juin, on était assis avec Denise DeBonne pour s'asseoir et signer un contrat. Vous avez fait ça vite. Bing, bang. On avait les meubles. Oui. Sauver les meubles. Mais heureusement. Écoute, au PDP, c'était pour faire faillite. C'est bien de faire faillite d'avoir tout fait. Parce qu'après ça, tu te dis, écoute, j'aurais peut-être pu. Oui. C'est ça. On ne voulait pas être là-dedans. On savait qu'on était mort. Là, t'es pas mort. T'es revenu avec un autre ici. Comment c'est accueilli maintenant? Mais, on s'est réessayé au Québec, là. C'est-à-dire que, avril, là, on part aux États-Unis.
Donc, on lance en novembre 2023 aux États-Unis, mais pendant ce temps-là, on essaye Noël 2023 ici. On s'en est pris toute une claque. Là, ce qui restait dans la caisse, on l'a vidé. Avant, on pouvait vendre, je sais pas moi, une centaine d'appareils par jour pendant Noël. Là, 2, 3. Écoute, je regarde. Là, c'était moi. Là, c'est mon enthousiasme. Moi, je suis un optimiste. Mais j'ai un bon ami, Claude Bonnet, un producteur de télé et de cinéma, qui a fait plein de films au Québec. Il m'avait dit, Guy, un optimiste, c'est quelqu'un qui n'a pas toute l'information. J'avais trouvé ça très drôle. Mais en même temps, cette fois-là, je dois avouer que j'avais été optimiste sur le Québec. J'avais probablement pas toute l'information parce qu'on s'en est pris une claque. Et donc, après ce moment-là, on s'est dit, OK, là, on était déjà installé à New York, on s'est dit, on arrête le Québec. Donc, on a arrêté le Québec jusqu'à maintenant. Ah oui, méchante décision. Ça fait combien de temps que vous êtes revenu, là? Puis en plus, tu viens dans mes studios, c'est parfait. Ça. Non, mais on est revenu en décembre, on a fermé l'appartement, on louait des appartements, on a été chanceux, on a loué... au fil des années, 3 appartements dans 3 secteurs de New York. C'était merveilleux. Que Elite nous amène là, c'était formidable. Puis dans le fond, c'est ça un peu mon message. C'est soyez résilients parce que derrière la tempête, il existe l'île au trésor. Nous autres, ils nous ont accusés de vendre du rêve. Puis finalement, on a réalisé notre rêve. Ça faisait 10 ans qu'on voulait, jusqu'à la pandémie, qu'on voulait essayer quelque chose à New York. Il y a eu la pandémie, évidemment, on est resté chez nous. Puis là, grâce à Elite, on a eu 3 appartements. Le troisième, on était dans Midtown, puis on l'a fermé. Donc, après les élections, notre bail finissait en décembre. On n'a pas renouvelé notre bail. On a pris nos affaires, on a mis ça dans un camion, on est revenu à Montréal, puis on a dit, pour le moment, on met personnellement les États-Unis sur pause. Pas en le développement, hein. On a toute une équipe là-bas, mais nous, on ne se voyait pas participer à ce que Donald Trump est. Et tout le mal qu'il peut faire aujourd'hui à travers le monde dans une attitude, je trouve ça épouvantable. Oui, tu trouves? Ah oui. Avant de parler de Trump, vu qu'on a un spécialiste de New York, moi, j'aurais une question à te demander. Tu penses quoi de l'élection de M. Mamdani? C'est fantastique. On ne connaît pas, là, nous autres. C'est absolument fantastique. D'abord, M. Mamdani, c'est un démocrate. 2, il représente bien New York parce que New York, c'est, je le disais tantôt, une ville d'émigration. Notre continent est un continent d'émigration, mais il ne faut jamais oublier que la porte de l'Amérique a été longtemps New York. Et au début, à la fin du 19e siècle, il pouvait rentrer 1 million de personnes dans le port de New York. Puis tout ce monde-là, il fallait que ça se blende ensemble. Puis... Alors, lui, il est, pour moi, qui connaît bien l'histoire de New York, le meilleur représentant. Il est jeune, il est musulman. Alors, moi, mes amis juifs à New York ont voté pour Mamdani, alors que Donald Trump a dit que n'importe quel juif qui vote pour Mamdani est un homme stupide. Mes amis sont des amis très brillants. C'est pas des stupides. Ça n'a rien à voir, de mélanger toutes ces affaires-là, la couleur de la peau, la religion. C'est un homme qui a des idées plus à gauche dans une ville qui a toujours été tellement à droite. Si tu regardes, c'est drôle ta question, si tu regardes la map de Manhattan, il y a Central Park. À gauche, il y a Upper West Side. Les artistes, pas mal ce bord-là. Puis si tu descends, tu es dans Hell's Kitchen. Puis si tu descends un peu plus bas, tu arrives dans Chelsea. Puis après ça, tu arrives dans Tribeca. Oups, un petit peu d'argent. Il y a de l'argent partout. Puis après ça, tu passes par Greenwich Village. Mais tout est à gauche. Le cerveau gauche. C'est comme le cerveau humain quand tu regardes Manhattan. Puis à droite, wow, c'est le cerveau de droite, c'est la finance, c'est l'ancien maire Bloomberg qui habite là. C'est assez fascinant. Et quand tu te promènes, parce que Manhattan fait comme 12,5 000 par, je ne sais plus, 4 ou 6 000 $, c'est tout petit, fait que tu peux te promener pendant des journées. C'est vraiment comme la représentation d'un cerveau humain avec des idées de gauche, des idées de droite. Et pour la première fois, il y a un maire qui risque de ramener aux New-Yorkais un petit bout de Manhattan. Tu sais, aujourd'hui, Manhattan, tu veux louer un appartement, ça coûte une fortune. Pourquoi ça coûte une fortune? À cause de l'argent, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens à travers la planète qui louent des appartements ou qui achètent des appartements parce qu'ils sont très riches et ils vont venir 1 fois, 2 fois dans l'année. Et tout ça prend la place de quelqu'un qui pourrait être là 365 jours. Et les loyers sont très hauts et les prix des appartements sont très hauts. Et lui, peut-être, aura-t-il l'occasion, en tout cas, il y a les idées. Est-ce qu'il va pouvoir le faire, politiquement parlant?
à suivre. Il est jeune, il a la fougue. Je pense que c'est quelque chose de très bien pour New York. Ça va ramener la barre au centre. Et le meilleur exemple, des fois, je parle avec mes amis français, je leur dis, votre chance, vous, c'est que vous avez tout le spectre de la politique. Donc, vous êtes passé de droite à gauche dans l'histoire de France et ça fait que vous avez un TGV. On n'a pas ça ici. Les Américains n'en ont même pas. Tu sais. Vous avez des musées extraordinaires. Les Américains en ont, mais c'est parce qu'il y a des philanthropes, parce que c'est basé sur la philanthropie. Tu sais, c'est vraiment, je pense, le maire que New York avait besoin dans le moment pour ramener les pendules à l'heure. Ah oui, fait que tu penses vraiment que New York a besoin d'avoir une ouverture d'esprit vraiment plus ouverte, finalement, d'être plus dans la diversité, dans... Mais ils sont déjà extrêmement dans la diversité, mais ils sont aussi dans la concentration de cash. Tu sais, c'est extraordinaire parce que tu ne sais pas avec qui tu es à New York. Tu prends le métro, là. Moi, une fois, on fait un truc pour l'ONU quand je produisais des trucs. Puis j'ai passé une journée, il y avait le président chinois, il y avait tout ce monde-là à côté. Là. Puis là, qu'est-ce que toi, comme profane, comme personne ordinaire, qu'est-ce que tu observes? Tu dis, crime, ils sont pas mal pareils comme moi, finalement. Le président Xi, il est juste là. Il a l'air d'un... Tu sais, il est pas sur un piédestal. Puis à l'époque, c'était Hollande, qui était très drôle d'ailleurs. Il faisait des blagues. Et à un moment donné, il faut interviewer Richard Branson. Vous voyez, c'est qui Richard Branson, le gars de Virgin, le milliardaire? Et on a une adresse, puis on se rend là, puis il dit, il n'est pas là, M. Branson. On dit, mais nous autres, ils ont beaucoup d'entrevues. Et là, je dis, écoute, on est à New York. Il y a une seule méthode. Il n'arrivera pas par le plancher, il n'arrivera pas par le toit, il va arriver par la rue. Fait qu'on l'attend. Puis à un moment donné, arrive une voiture. Tu sais, ils ont toutes les mêmes SUV noirs. Et il y a une femme qui sort de là, et Greg, mon fils, il faisait la caméra, il dit, hey, c'est Branson. Fait que là, on se regarde les tours, ça prend un volontaire. Tu sais. C'est Branson. Je dis, écoute, on va y aller. Je dis, Monsieur Branson, et là, tu es au coin de la rue. Puis lui, il dit, oui. Je dis, c'est parce que, tu sais, on fait un truc pour l'ONU. Puis, et là, on commence à jaser. Ah ouais, OK, mais ils m'ont pas dit ça. Là, il regarde son assistant, il dit, mais là, j'ai pas eu ça. Il me dit, avez-vous une carte? Tu sais, je pourrais prendre votre carte puis voir avec mon service parce que, tu sais, je peux pas vous donner d'entrevue si ça n'a pas passé par le service. Je suis vraiment désolé. Et là, j'ai les deux autres, le caméraman puis Jérôme, mon associé, sont en arrière. Puis là, je les vois fatigués. Puis là, ils s'approchent. Ils disent, Monsieur Branson, on peut-tu vous serrer la main, tu sais? Il dit, ben oui, tu sais, je les serre la main. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on fait ce documentaire-là. Tu sais, c'est la particularité d'une ville comme New York. C'est comme si, à un moment donné, tout le monde était sur le même trottoir, au même diapason, au même niveau. Même si ce n'est pas le cas, il y a des gens très riches, il y a des gens très pauvres. Mais pour moi, c'est ça. Oui, c'est ça que tu as trouvé quand tu étais là. Puis avant, Bloomberg, c'était l'antithèse de Mme Dany. Bloomberg, c'est un milliardaire, l'ancien maire. Là. Et c'est ça, mais peut-être mais c'était un grand maire. C'était un grand maire. Et honnêtement, là, pour moi, c'est très pertinent ce que tu dis, puis merci de le relever. C'est-à-dire que Mme Dany va faire... C'est un démocrate. Bloomberg est un démocrate. Mais ils sont à l'opposé de la pôle, mais ils vont faire autant de bien. Pour ramener ça dans ça, c'est ma prédiction. C'est ça. Oui, exactement. Oui. C'est une prédiction. Comme si à Montréal... pour ramener ça dans le centre un peu. C'est ça. C'est comme si à Montréal, après Valérie Plante, on aurait eu Olivier Primo. Tu sais, on aurait fait 180 degrés. Oui. Mais là, Olivier est occupé, là. Il y a beaucoup de projets. C'est fantastique. C'est ça le côté extraordinaire de cette ville. Donc, je pourrais en parler pendant des heures. On pourrait faire juste un épisode sur New York. Mais il va falloir aller faire un spécial à New York. Oui, ça. Oui, mais comment... Guy va nous faire visiter. Oui. Trouver un appartement là-bas, ça ne doit pas être facile, là. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, je pourrais vendre mes conseils pour intégrer des entreprises à New York. Tellement, c'est qu'on a appris. Puis, merci la facture. À quelque part, il faut voir ça comme ça. Le gros coup de pied dans le cul de se faire jeter comme des vieux chiffons nous a amené à découvrir. Et tout est plus compliqué,
Mais c'est pas non plus impossible. Mais là, ça doit être encore plus compliqué là, avec Donald Trump, avec non, dans le moment, c'est les Canadiens. C'est moi, là. Moi, j'ai un visa investisseur, donc c'est facile de rentrer puis sortir des États-Unis. Mais même avec, dernièrement, il y avait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je n'étais pas allé chercher mon numéro d'assurance sociale. Mais avec les nouvelles politiques de Trump, il y a certaines choses qui sont réservées strictement aux Américains ou aux gens qui ont un numéro d'assurance sociale. Ça veut dire que tu as un visa investisseur ou un visa qui te permet d'avoir un numéro d'assurance sociale. Et donc, j'ai été obligé d'aller à Plattsburgh. Je n'ai pas voulu me rendre jusqu'à New York. J'étais en grève. Et honnêtement, juste traverser à la colle en voiture, j'ai vu la différence. Tu as deux espèces de groupes de douaniers. Tu as ceux qui te regardent un peu gênés puis qui veulent être sympathiques avec toi, puis tu as ceux que tu as l'impression qu'ils veulent juste te jeter. Et ça j'avais jamais vécu ça. J'y vais aux États-Unis là, depuis longtemps. C'est toujours une épopée là, de passer à la colle parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. En général, les douaniers américains sont toujours très sympathiques. Moi, j'ai toujours trouvé, j'ai travaillé pour les nouvelles, c'est que j'ai beaucoup voyagé. Bon. Puis je trouvais que, comparé aux douaniers canadiens, je trouvais que les douaniers américains t'accueillaient avec le sourire. Ça dépend sur qui tu tombes, mais... Je pense que c'est plutôt ça, oui. Ouais. Mais effectivement, moi, j'ai comme bien des Canadiens une carte Nexus, donc tu passes pas dans la même allée. Mais à un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu en frappes un qui est plus zélé. Puis c'est la même chose de l'autre bord quand tu es au Canada. Mais en général, c'était comme convivial. Mais là, quand je suis allé à Plattsburgh, j'ai vu qu'il y a un malaise avec ce Trump-là. C'est très bizarre. On vit une page d'histoire, il faut ça le dire. Mais là, finalement, tu t'es installé ici, là. Bien, on est revenu, on n'a jamais quitté le Québec. On était installé à New York, on revenait au Québec. Mais là, on n'a plus notre base personnelle. On en souffre énormément, mais en même temps, on s'est dit, on ne peut pas encourager ce gouvernement-là. Mais sinon, t'aurais déménagé à New York? Moi, j'aurais pu finir mes jours à New York. Ah ouais, moi, on était au théâtre tous les soirs. C'est une vie, c'est une autre vie. Moi, je suis un passionné de théâtre. Tu as probablement, avec Londres, le meilleur théâtre du monde, à New York. Donc, on a vu des choses. J'ai vu des grands acteurs sur scène que j'aurais pas pu voir ailleurs. Donc, j'ai apprécié le upside, d'avoir une business là-bas. Et c'est encore une ville où, avec rien, tu peux devenir quelque chose. Je vais te donner un exemple tout bête. Un cart de hot dog sur un coin de la rue peut te mener à peut-être un jour avoir une entreprise multinationale. Le rêve américain au niveau des affaires existe toujours. C'est le rêve américain social ou moral qui n'existe plus ou qui existe peu. Et tout ça est historique. Ça remonte à 1989. Il arrive un des grands présidents, là, je pense que c'est le GE, ou il s'appelle Welch. Puis tout d'un coup, il faut faire plus de profits. Puis tout d'un coup, il faut travailler pour l'actionnaire de la boîte. Alors que de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à ce monsieur-là en 89, les corporations étaient fières d'être un bon citoyen corporatif et de donner à leurs employés des avantages, puis des choses. Puis tout ce côté social-là en a pris pour son rhume à partir de 89. Mais on peut encore, avec un cart de hot dog, devenir un grand... D'ailleurs... Le rêve américain. Mais les Américains, c'est pas comme nous autres. Écoute, c'est pas pour rien des fois, on tape sa tête, on met des bâtons dans les genoux, des roues dans les genoux. En tout cas, oui. Ça, des gens qui ont du succès, comme toi, tu as pu vivre, parce que, écoute, nous, au Québec, des fois, on est jaloux. Je l'entends tout le temps. On dirait qu'on vient jaloux des gens qui ont du succès, puis ça doit être ça que je vis. Fait que, abonnez-vous pas au Patreon. Non, mais tu as raison. Je pense qu'il existe. Mais c'est la nature humaine aussi. Mais est-ce que ça se remarque plus dans un microcosme comme le nôtre, puisqu'on est une société distincte? On ne parle pas la même langue que le reste du continent. Est-ce qu'il y a plus de jalousie? Mais quand on regarde dans le temps, les Québécois jalousés pour réussir, les high profile, là, Céline Dion, le Cirque du Soleil, ils ont dû sortir. Si le Cirque du Soleil n'était pas sorti d'ici, il serait mort. Mais non, c'est ça. Quand tu réussis ailleurs, là, tout d'un coup, mais c'est pareil. Les gens autour de toi sont comme
Ah ouais, ton petit projet. Ouais, ton petit projet. Moi, je me rappelle au début là, du podcast, je disais, ah, pourquoi tu n'écoutes pas mes entrevues? Ah, moi, ça m'intéresse pas, cette affaire-là. Mais là, plus tard, ah ouais, là, j'écoute tes affaires, c'est bon. Ça prend son ampleur avec détermination et patience. Oui, puis je te souhaite le plus de succès dans ton entreprise. Bravo pour continuer puis pas te laisser abattre. Je l'essaie sans aucun doute. On parle de Elite Sleep. Je vous invite à l'essayer aussi si vous avez de la difficulté. Écoute, 60 jours. Vous avez, c'est comme ça ici. C'est un petit appareil. On peut l'amener partout. Fait que, tu t'en vas en voyage, tu peux l'amener. Tu changes de chambre parce que tu t'es pogné avec ton chum, tu peux l'amener. Pas de problème. Hein? Tu dors sur le fauteuil, tu l'amènes. Oui, on est à moins 30 pendant tout le Black Friday. Il doit moins cher que sur Amazon. C'est ça, exactement. Fait qu'on en profite. On encourage une entreprise québécoise, puis bravo à toi. Merci beaucoup, Tanji, pour m'avoir invité. Puis découragez-vous pas, les entrepreneurs. C'est comme c'est dans la nature humaine, la jalousie, c'est pas bien grave. Il faut juste continuer et faire autre chose. Puis comme tu l'as bien dit, à un moment donné, ça revient. Oui, merci. Guy Bonnier avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Le Monde de Tangerine. Je vous rappelle, on est sur toutes les plateformes. J'aimerais remercier, bien sûr, mes membres Patreon. Toujours plaisant de vous lire quand vous m'envoyez des messages. Faites-le donc. Et les membres YouTube aussi, hein? On en a de plus en plus, d'ailleurs. YouTube, on est rendu à 43 000 abonnés sur le YouTube. Aussi, sur le YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez nous encourager. Vous pouvez devenir membre de la communauté. C'est un petit 5 $ par mois. Puis vous pouvez vous abonner. Puis ça m'aide grandement. Ça me met un sourire sur les 2 paires de lèvres. C'est extraordinaire. Puis écoutez les entrevues en priorité. Oui. Comme l'entrevue avec Guy, elle va être disponible direct dans 1 minute pour les membres YouTube. Exactement, pour les membres YouTube et pour les membres Patreon dans quelques heures. Donc, c'est ça, on s'abonne pour avoir priorité puis pouvoir rencontrer des gens du Québec avec des histoires extraordinaires comme celle de Guy. Merci et nous, on se retrouve dans un réseau près de chez vous. Merci.